Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait La guerre des mondes d'Herbert George Wells. Nous entamons ce soir la lecture du livre second et du coup nous repartons au début, entre guillemets, puisque la numérotation des chapitres repart à 1. Donc voilà, ce sera le chapitre 1, mais c'est bien le quatrième live qu'on fait sur cette œuvre. Vous pouvez déjà trouver les 3 rediffusions des premiers lives du coup sur la chaîne YouTube dans la playlist Et si on lisait la guerre des mondes. Vous retrouverez également, comme d'habitude, sur YouTube, dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo, des timecodes, des chapitrages vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement à la lecture là où ça, là où ça vous intéresse. Voilà. Je vois que je viens d'avoir un follow il y a 6 minutes, donc merci pour ton follow, Quill Zilan. Je ne sais pas si tu es toujours parmi nous. En tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bonsoir Mopito, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Installez-vous chers amis, prenez place, prenez à boire, à manger, vaquez à vos occupations en toute quiétude, et comme d'habitude je vous souhaite la bonne santé, et surtout de passer un agréable moment en ma compagnie. Je vais essayer de, encore une fois, comme la fois passée, mais je le fais de plus en plus ces temps-ci, en tout cas j'essaie, de moins m'éparpiller dans les introductions, et d'aller davantage à l'essentiel. Donc voilà, encore une fois je vais essayer de faire une intro pas trop longue. Je vais parler un petit peu parce qu'il y a des choses dont j'ai envie de vous parler, il y a des choses qu'il faut que je vous dise, et parce que aussi j'ai envie que les gens qui veulent à tout prix suivre la lecture en live aient le temps de voir la notification popper et de savoir, etc., s'ils vont pouvoir y assister ou non, s'ils vont arriver à temps pour la lecture et ainsi de suite. Bref. Donc voilà, c'est important pour moi qu'il y ait une intro dans tous les cas, mais ces temps-ci je l'ai raccourci et je suis content de réussir à plus faire des 15 minutes comme auparavant. Alors, déjà, premier sujet du soir, c'est le premier live que je fais post-hack de Twitch. Vous le savez certainement, Twitch a été victime d'un hack mais assez massif. Enfin bon bref, c'est assez hallucinant. Donc voilà, ça a été un truc de grande ampleur, ce qui fait que d'ailleurs j'ai dû pas mal faire de trucs, j'ai changé de mot de passe notamment, bref. Je vous conseille de faire la même, on sait jamais. Et du coup, il y a quelques paramètres qui ont été à mettre à jour. Il y a quelques paramètres qu'il a fallu revoir. Donc, si j'ai oublié quelques paramètres, on s'en rendra compte au fur et à mesure des lives. Peut-être qu'à un moment, on verra qu'il y a une fonctionnalité que j'utilise habituellement qui ne fonctionne pas. Ça sera sûrement à mettre sur le dos du coup de ce petit acclimatage auquel il va falloir procéder. Mais voilà, je pense avoir mis ce qui était le plus important, ce qui était le plus essentiel pour ce live, de nouveau en marche. Euh, Qu'est-ce que je me disais? Ah oui, Mopito d'ailleurs, je sais pas si tu l'as déjà vu toi, mais est-ce que sur mon Discord, habituellement quand je suis en live, tu sais, il y a un truc pour dire que t'es en live justement. Normalement, comment dire, je sais même pas comment appeler ça. Ton statut sur Discord apparaît avec un rond violet si tu es en train de live et ça écrit Planétéo stream nanana. Euh, Est-ce que habituellement ça arrive quand je suis en live? Je pense que oui, hein. Je pense qu'habituellement j'ai tout ça sur mon Discord lorsque je suis en live et là ce n'est pas le cas. Donc il va peut-être falloir encore que je mette à jour, que je paramètre quelques petites choses de ce côté-là. Donc voilà, faut que j'y pense. A priori, Discord, il va falloir que je le rebind, que je le relink avec Twitch, j'imagine. Bref. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui vont peut-être être un peu chiants sur ce live ou sur des lives futurs proches, j'espère, parce que j'espère ne pas découvrir que j'ai oublié un truc dans des mois, ça serait tristement triste. Mais bon, bref, l'essentiel, c'est de pouvoir vous faire la lecture, et ça, a priori, tout devrait bien se passer. Vous me voyez, vous m'entendez bien, tout va bien, ok, nice. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est le quatrième live, on commence le livre second. Je ne sais pas si on termine mardi ou vendredi, et je ne sais pas si la semaine prochaine je vais pouvoir live mardi et vendredi d'ailleurs. Il y a peut-être un live qui va sauter. Donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Comme d'habitude, tous les lundis, je mets la programmation de la semaine. Mais là, j'ai du mal à vous dire.
S'il y a live de lecture la semaine prochaine, nous terminerons sans aucun doute. Non, je vais émettre quand même la possibilité d'une improbabilité. Nous terminerons certainement la semaine prochaine si tout va bien. Voilà, voilou. Je réfléchis parce que j'avais l'impression d'avoir pas mal de choses à dire et au final je me perds. Ouais, sinon voilà, cette semaine, dernier rendez-vous, vous le savez, ce ne sera pas en live, ça sera sur Discord de 21h à minuit. On se retrouve pour ceux qui le désirent pour papoter, pour jouer à des jeux de société, à des jeux par navigateur, à des jeux vidéo, pour la veillée. Donc ça c'est dimanche 21h minuit sur Discord et voilà, la semaine prochaine, comme je vous disais, je pense qu'il y a peut-être un live qui va sauter, mais je suis pas encore sûr. Je vous tiendrai au courant. Et sinon, dans l'ombre, je continue de travailler toujours à la même chose, à savoir la publication de mon, j'allais dire roman, mais c'est pas un roman, de mon livre, avec recueil de poèmes, avec chronique et ainsi de suite. Sachez les amis que plus j'avance, et plus mes projections vont loin. C'est-à-dire que c'est pas que je prends du retard, parce que par rapport à ce que j'avais en tête, ça va encore à peu près. Mais c'est surtout que mes chroniques, notamment, je ne pensais pas. Donc elles ont été écrites il y a bien au moins 6-7 ans, je pense. Et mes chroniques, je ne pensais pas qu'elles prendraient autant de pages, en fait, tout simplement. Une fois mises en page, justement. Donc voilà, je me retrouve à refaire un processus de mise en page et de correction quand même sur ces chroniques qui datent un petit peu. Alors j'essaie de les laisser dans leur jus, j'essaie de ne pas les changer avec ce que j'aurais écrit moi aujourd'hui, parce que je tiens à ce qu'elles restent comme elles ont été. Mais juste je fais voilà, de la correction vraiment purement orthographique ou de mise en page, de ponctuation, etc. Euh, et ouais, je me retrouve en fait à chaque fois que je corrige une chronique, me rendre compte que elle prend 2 pages. Genre, mes premières chroniques prenaient 1 page, puis ensuite ça a pris 2 pages. Maintenant, ça commence à prendre 3 pages. Et j'ai déjà regardé la chronique que sur laquelle je devrais travailler demain, et je me suis dit, ouf, celle-là, elle va faire 4 ou 5 pages à mon avis. Donc voilà, ça s'étoffe de plus en plus, et mon estimation a été finalement bien basse puisque au tout début, il me semble que je vous avais dit que ça ferait un petit moins de 100 pages, et doucement mais sûrement, on se dirige vers les plus de 125 pages. Donc voilà, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Je pense que, parce que là quand même j'arrive vraiment proche de la fin, je pense que même si je prends une fourchette gigantesque, je pense que ça sera entre 125 et 150 pages. Je vois difficilement comment ça pourrait aller au-dessus de 150 pages. Déjà 150, ça me paraîtrait énorme. Mais voilà, je suis déjà bien content en fait que ça se soit un peu étoffé parce que, encore une fois, c'est purement question de goût, mais je trouve que c'est tellement plus plaisant d'avoir un bouquin avec un petit nombre de pages quand même, parce que les bouquins qui sont vraiment fins et qui dans la main ne se tiennent pas, qui, je sais pas, même d'aspect visuel, esthétiquement, je les trouve moins jolis, entre guillemets. Donc ça m'a fait plaisir quand même que ça s'étoffe et que ça s'étoffe de plus en plus, ça a été une agréable surprise. Mais force est de constater que du coup, je mets peut-être un chouïa plus de temps que prévu, mais bon. Franchement, je reste encore à peu près dans les temps. Et voilà. Pour tout vous dire, pour ceux qui ont déjà lu mes chroniques, etc. sur Wattpad, ça leur parlera peut-être un peu davantage. Mais pour tout vous dire, je suis à la 9e, je crois, à la 9e chronique sur 15. Donc voilà, il me reste encore un petit peu de travail. Je pense avoir fini d'ici quelques jours là-dessus. En tout cas sur les chroniques, quoi. Parce qu'après, il y a encore du travail, hein, il y a encore du travail, il faut encore faire la couverture, il faut encore faire des démarches, etc. Puis même dans le bouquin en lui-même, il faut encore que je fasse un sommaire, etc. Donc voilà, il y a encore du boulot, mais bref. J'espère avoir fini le plus tôt possible, puisque je le rappelle, mon plan, ça aurait été de le rendre disponible pour ce mois-ci. Il y a des chances que ce soit en novembre, hein, je ne vais pas vous mytho, mais voilà, ça semble encore faisable. Voilou, cette fois-ci je pense avoir fait le tour, mais non, que nenni, puisque aujourd'hui est un jour extraordinaire, n'est-ce pas? Comme dirait Blabla, ceux qui connaissent pas l'émission, ils vont être en mode mais de quoi il parle? Mais bonjour les lardons, aujourd'hui n'est vraiment pas une journée ordinaire. Et oui, ce n'est vraiment pas une journée ordinaire, et pourquoi? Parce que on a atteint les 2500 abonnés sur la chaîne YouTube.
Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour ces abonnements YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. 2500, c'est quand même un nombre un peu symbolique. Je sais pas, ça m'a marqué, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Donc merci vraiment encore une fois à chacun d'entre vous. Ça fait quand même un quart de 10 000, quoi. Je sais pas, je vois des chiffres. En fait, il y a vraiment un truc comme ça où plus tu vois de chiffres et moins ça a de sens pour toi. Et du coup, tu es obligé de faire des comparaisons pour te rendre compte un peu de la folie du truc. Mais c'est vrai que 2500, je trouve ça hallucinant, quoi. Bref, donc merci beaucoup, merci Mopito. Et merci à chacun d'entre vous, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je le dis habituellement en fin de live, vous ne m'en voudrez pas de le dire une fois de temps en temps en début de live. N'hésitez pas sur la rediffusion YouTube à laisser un like ou un dislike selon l'appréciation que vous aurez de cette lecture et de cette vidéo. N'hésitez pas également à laisser des commentaires sur, sur cette rediffusion en fait, à vous abonner à la chaîne, à partager ces vidéos. Encore une fois, tout ça me permet d'être mis en avant dans les algorithmes et ainsi de suite de YouTube. Donc voilà, ça me fait gagner en visibilité, donc c'est hyper appréciable. Merci beaucoup si vous faites ça. Et au-delà de ça, même sur un plan personnel, ça me fait très plaisir de recevoir vos commentaires, de voir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous exprimer. Voili voilou. Est-ce que 2500 c'est un nombre sexy? Je ne sais pas, Mopito, je ne sais pas. On s'était tapé un délire lors d'une veillée, il me semble d'ailleurs, sur le fait qu'il y a plein de noms de nombres qui sont très bizarres. Il y a genre les nombres brésiliens, les nombres sexy, les nombres cousins, enfin, il y a tout un tas de noms de nombres qui sont très drôles. Bref, voili, voilou. Sur ce, je vais vraiment faire court maintenant sur cette intro. Je vous propose de poursuivre directement avec le livre second qui se titre La Terre au pouvoir des Martiens. Alors, est-ce qu'il va y avoir un véritable intérêt à avoir séquencé ce roman en livre premier, livre second? Je me pose la question, c'est ce que nous allons découvrir sans plus attendre. Je vous rappelle que on s'en était arrêté plus ou moins au moment où grosso modo, le frère du narrateur a échappé aux robots-machines aliens martiennes à bord d'un bateau qui se nommait le Fulgurant, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on était sur une scène un peu épique comme ça. Allez, on est parti pour de bon cette fois. Je te souhaite une bonne écoute, Mopito. Bonne écoute à tous ceux qui me regarderaient dans l'ombre du chat Twitch. Bonne écoute également à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reprends, comme je vous disais les fois passées, maintenant j'essaie d'estimer à peu près une lecture de 20 minutes avant de vous prendre en pause. Donc voilà, je vais essayer de lire à peu près 20 minutes, pas 20 minutes, 20 pages, pardon. Non, 20 minutes, voilà, c'est ça que je disais. Donc voilà, après bon, si je suis en plein milieu d'un chapitre, je m'arrête pas, mais voilà, vous comprenez. Donc à mon avis, d'ici 20-30 minutes, je vous reviens dans le chat. À tout à l'heure, on est parti pour de bon. Livre second. La Terre au pouvoir des Martiens. 1. Sous le talon. Après avoir raconté ce qui était arrivé à mon frère, je vais reprendre le récit de mes propres aventures où je l'ai laissé, au moment où le vicaire et moi étions entrés nous cacher dans une maison de Halliford, dans l'espoir d'échapper à la fumée noire. Nous y demeurâmes toute la nuit du dimanche et le jour suivant, le jour de la panique, comme dans une petite île d'air pur, séparée du reste du monde par un cercle de vapeurs suffocantes. Nous n'avions qu'à attendre dans une oisiveté angoissée, et c'est ce que nous fîmes pendant ces 2 interminables jours. Mon esprit était plein d'anxiété en pensant à ma femme. Je me la représentais à Leatherhead, terrifiée, en danger, et me pleurant déjà. J'allais et venais dans cette maison, pleurant de rage à l'idée d'être ainsi séparé d'elle, songeant à tout ce qui pouvait lui arriver en mon absence. Je savais que mon cousin était assez brave pour affronter toutes circonstances, mais il n'était pas homme à mesurer les choses d'un coup d'œil et à se décider promptement. Ce qu'il fallait maintenant, ce n'était pas de la bravoure, mais de la réflexion et de la prudence. Ma seule consolation était de savoir que les Martiens s'avançaient vers Londres et tournaient ainsi le dos à Leatherhead. Toutes ces vagues craintes me surexcitaient l'esprit. Bientôt je me sentis fatigué
et irrité des perpétuelles jérémiades du vicaire. Son égoïste désespoir m'impatientait. Après quelques remontrances sans effet, je me tins éloigné de lui dans une pièce qui contenait des globes, des bancs et des tables, des cahiers et des livres, et qui était évidemment une salle de classe. Quand il vint m'y rejoindre, je montai au sommet de la maison et m'enfermai dans un débarras, afin de rester seul avec mes pensées douloureuses et ma misère. Pendant toute cette journée, et le matin suivant, nous fûmes absolument cernés par la fumée noire. Le dimanche soir, nous eûmes des indices que la maison voisine était habitée. Une figure derrière une fenêtre, des lumières allant et venant, le claquement d'une porte qu'on fermait. Mais je ne sus qui étaient ces gens ni ce qu'il advint d'eux. Nous ne les aperçûmes plus le lendemain. La fumée noire descendit, en flottant lentement vers la rivière, pendant toute la matinée du lundi, passant de plus en plus près de nous et disparaissant enfin, sans s'être avancée plus loin que le bord de la route, devant la maison où nous étions réfugiés. Vers midi, un martien parut au milieu des champs, déblayant l'atmosphère avec un jet de vapeur surchauffée qui sifflait contre les murs, brisait toutes les vitres qu'il touchait et brûla les mains du vicaire au moment où il quittait précipitamment la pièce de devant. Quand enfin nous nous glissâmes hors des pièces trempées et que nous jetâmes un regard au dehors, on eût dit qu'une tourmente de neige noire avait passé sur la contrée vers le nord. Tournant nos yeux vers le fleuve, nous fûmes surpris de voir d'inexplicables rougeurs se mêler aux taches noires des prairies desséchées. Pendant un moment, nous ne pûmes nous rendre compte du changement apporté à notre position, sinon que nous étions délivrés de notre crainte de la fumée noire. Bientôt je m'aperçus que nous n'étions plus cernés, que maintenant nous pourrions nous en aller. Dès que je fus sûr qu'il y avait moyen de s'échapper, mon désir d'activité revint. Mais le vicaire restait léthargique et déraisonnable. « Ici, nous sommes en sûreté, répétait-il. En sûreté, en sûreté !» Je résolus de l'abandonner. Que ne l'ai-je fait? Plus sage maintenant et profitant de la leçon de l'artilleur, je cherchais à me munir de nourriture et de boissons. J'avais trouvé de l'huile et des chiffons pour mes brûlures. Je pris aussi un chapeau et une chemise de flanelle que je découvris dans l'une des chambres à coucher. Quand le vicaire comprit que j'allais partir seul, étant décidé à m'en aller sans lui, il se leva soudain pour me suivre. Et tout étant calme dans l'après-midi, nous nous mîmes en route vers 5 heures, autant que je peux le présumer, nous dirigeant vers Sunbury au long du chemin tout noirci. Dans Sunbury, et par intervalles sur la route, nous rencontrâmes des cadavres de chevaux et d'hommes, gisant en attitude contorsionnée, des charrettes et des bagages renversés et couverts d'une épaisse couche de poussière noire. Ce linceul de cendres poudreuses me faisait penser à ce que j'avais lu de la destruction de Pompéi. L'esprit hanté de ces spectacles étranges, nous arrivâmes sans mésaventure à Hampton Court, et là, nos yeux eurent un réel soulagement à trouver un espace vert qui avait échappé aux nuages suffocants. Nous traversâmes le parc de Bushey, où des daims et des cerfs allaient et venaient sous les marronniers. À une certaine distance, des hommes et des femmes, les premiers êtres que nous ayons rencontrés encore, se hâtaient vers Hampton Court. Nous passâmes ainsi à Twickenham. Au loin, les bois, par-delà Ham et Petersham, brûlaient encore. Twickenham n'avait souffert ni du rayon ardent, ni de la fumée noire, et il y avait encore dans ces localités des gens en grand nombre, mais personne ne put nous donner de nouvelles. Pour la plupart, les habitants profitaient, comme nous, d'une accalmie pour changer de quartier. J'eus l'impression qu'une certaine quantité de maisons étaient encore occupées par leurs habitants épouvantés, trop effrayés sans doute pour essayer de fuir. Les signes d'une débandade hâtive abondaient le long du chemin. Je me rappelle très vivement 3 bicyclettes brisées et enfoncées dans le sol par les roues des voitures qui suivirent. Nous traversâmes le pont de Richmond vers 8h30, fort précipitamment, car on s'y trouvait trop exposé, et je remarquai, descendant le courant, un certain nombre de masses rouges. Je ne savais pas ce que c'était, n'ayant pas le temps d'examiner longuement, mais je me fis à leur propos des idées beaucoup plus horribles qu'il ne fallait. Là encore, sur la rive de Surrey, la poussière noire qui avait été de la fumée s'étalait, recouvrant des cadavres, en tas aux abords de la station, mais nous n'aperçûmes rien des Martiens avant d'arriver près de Barnes. À distance, parmi le paysage noirci, nous vîmes un groupe de 3 personnes descendant à toutes jambes un chemin de traverse qui menait vers le fleuve. Autrement, tout semblait désert. Au haut de la colline, les maisons de Richmond brûlaient activement, mais hors de la ville, il n'y avait nulle part trace de fumée noire. Tout à coup, comme nous approchions de Kew,
Des gens passèrent en courant et la partie supérieure d'une machine martienne parut au-dessus des maisons à moins de 100 mètres de nous. L'imminence du danger nous frappa de stupeur, car si le martien avait regardé autour de lui, nous eussions immédiatement péri. Nous étions si terrifiés que nous n'osâmes pas continuer, et que nous nous jetâmes de côté, cherchant un abri sous un hangar dans un coin, pleurant en silence et nous refusant à bouger. Mon idée fixe de parvenir à Leatherhead ne me laissait pas de repos, et de nouveau je m'aventurai au dehors dans la nuit tombante. Je traversai un endroit tout planté d'arbustes, suivis un passage au long d'une grande maison qui avait tenu bon sur ses bases, et je débouchai ainsi sur la route de Kew. Le vicaire, que j'avais laissé sous le hangar, me rattrapa bientôt en courant. Ce second départ fut la chose la plus témérairement folle que je fis jamais, car il était évident que les Martiens nous environnaient. À peine le vicaire m'eut-il rejoint, que nous aperçûmes la première machine martienne, ou peut-être même une autre, au loin, par-delà les prairies qui s'étendent jusqu'à Kew Lodge. 4 ou 5 petites formes noires se sauvaient devant elle, parmi le vert grisâtre des champs, car selon toute apparence, le Martien les poursuivait. En 3 enjambées, il eut rattrapé ces pauvres êtres qui se mirent à fuir dans toutes les directions. Il ne se servit pas du rayon ardent pour les détruire, mais les ramassa un par un. Il dut les mettre dans l'espèce de grand récipient métallique qui faisait saillie derrière lui, à la façon dont une hotte pend aux épaules du chiffonnier. L'idée me vint alors que les Martiens pouvaient avoir d'autres intentions que de détruire l'humanité bouleversée. Nous restâmes un instant comme pétrifiés, puis, tournant les talons et escaladant une barrière qui fermait un jardin clos de murs, nous tombâmes heureusement dans une sorte de fosse où nous nous terrâmes jusqu'à ce que la nuit fût noire, osant à peine échanger quelques mots à voix basse. Il devait bien être 11 heures quand nous prîmes le courage de nous remettre en chemin, ne nous risquant plus sur la route, mais nous glissant furtivement au long de haies et de plantations, le vicaire épiant à droite et moi à gauche, essayant de pénétrer les ténèbres de crainte des Martiens qui nous semblait-il allaient surgir à chaque instant autour de nous. Un moment nous piétinâmes dans un endroit brûlé et noirci, presque refroidi alors et plein de cendres, où gisaient des corps d'hommes, la tête et le buste horriblement brûlés, mais les jambes et les bottes presque intactes, et aussi des cadavres de chevaux, derrière une rangée de canons éventrés et de caissons brisés. Shin paraissait avoir échappé à la destruction, mais tout y était silencieux et désert. Nous ne rencontrâmes là aucun cadavre, et la nuit était trop sombre pour nous permettre de voir dans les rues transversales. Soudain, mon compagnon se plaignit de la fatigue et de la soif, et nous décidâmes d'explorer quelques-unes des maisons de l'endroit. La première où nous entrâmes, après avoir eu quelques difficultés à ouvrir la fenêtre, était une petite villa écartée, et je n'y trouvai rien de mangeable qu'un peu de fromage moisi. Il y avait pourtant de l'eau, dont nous bûmes, et je me munis d'une hachette qui promettait d'être utile dans notre prochaine effraction. Nous traversâmes la route à un endroit où elle fait un coude pour aller vers Mortlake. Là s'élevait une maison blanche au milieu d'un jardin entouré de murs. Dans l'office, nous découvrîmes une réserve de nourriture, 2 pains entiers, une tranche de viande crue et la moitié d'un jambon. Si j'en dresse un catalogue aussi précis, c'est que nous allions être obligés de subsister sur ces provisions pendant la quinzaine qui suivit. Au fond d'un placard, il y avait aussi des bouteilles de bière, 2 sacs de haricots blancs et quelques laitues. Cet office donnait dans une sorte de laverie d'arrière-cuisine, où se trouvait un tas de bois et un buffet qui renfermait une douzaine de bouteilles de vin rouge, des soupes et des poissons de conserve, et 2 boîtes de biscuits. Nous nous assîmes dans la cuisine adjacente, demeurant dans l'obscurité, car nous n'osions pas même faire craquer une allumette, et nous mangeâmes du pain et du jambon, et nous vidâmes une bouteille de bière. Le vicaire, encore timoré et inquiet, était d'avis, assez étrangement, de se remettre en route sur-le-champ. J'insistai pour qu'il réparât ses forces en mangeant, quand arriva l'événement qui devait nous emprisonner. Il n'est sans doute pas encore minuit, disais-je, et au même moment nous fûmes aveuglés par un éclat de vive lumière verte. Tous les objets que contenait la cuisine se dessinèrent vivement, clairement visibles avec leurs parties vertes et leurs ombres noires, puis tout s'évanouit. Instantanément, il y eut un choc tel que je n'en entendis jamais auparavant, ni depuis d'aussi formidable. Suivant ce choc de si près qu'elle parut être simultanée, une secousse se produisit, avec, tout autour de nous, des bruits de verre brisés, des craquements et un fracas de maçonnerie qui s'écroule. Au même moment, le plafond s'abattit sur nous, se brisant en une multitude de fragments sur nos têtes.
Je fus projeté contre la poignée du four, renversé sur le plancher, et je restai étourdi. Mon évanouissement dura longtemps, me dit le vicaire. Quand je repris mes sens, nous étions encore dans les ténèbres, et il me tamponnait avec une compresse, tandis que sa figure, comme je m'en aperçus après, était couverte du sang d'une blessure qu'il avait reçue au front. Pendant un certain temps, il me fut impossible de me rappeler ce qui était arrivé. Puis les choses me revinrent lentement, et je sentis à ma tempe la douleur d'une contusion. « Vous sentez-vous mieux » demanda le vicaire à voix très basse. À la fin, je pus lui répondre et cherchai à me redresser. « Ne bougez pas, dit-il. Le plancher est couvert de débris de vaisselle. Vous ne pouvez guère remuer sans faire de bruit, et je crois bien qu'ils sont là, dehors. » Nous demeurâmes un instant assis, dans un grand silence, et retenant notre souffle. Tout semblait mortellement tranquille, bien que de temps en temps autour de nous, quelque chose, plâtras ou morceau de brique, tombât avec un bruit qui retentissait partout. Au dehors et très près, s'entendait un grincement métallique intermittent. « Entendez-vous » demanda le vicaire, quand le bruit se produisit de nouveau. « Oui, répondis-je. Mais qu'est-ce »« Un martien » dit le vicaire. J'écoutai de nouveau. « Ça ne ressemble pas au bruit du rayon ardent, dis-je. Et pendant un moment, j'inclinai à croire que l'une des grandes machines avait trébuché contre la maison, comme j'en avais vu une se heurter à la tour de l'église de Shepperton. Notre situation était si étrange et si incompréhensible que pendant 3 ou 4 heures, jusqu'à ce que vint l'aurore, nous bougeâmes à peine. Alors la lumière s'infiltra, non pas par la fenêtre qui demeura obscure, mais par une ouverture triangulaire entre une poutre et un tas de briques rompues, dans le mur derrière nous. Pour la première fois, nous pûmes vaguement apercevoir l'intérieur de la cuisine. La fenêtre avait cédé sous une masse de terre végétale, qui, recouvrant la table où nous avions pris notre repas, arrivait jusqu'à nos pieds. Au dehors, le sol était entassé très haut contre la maison. Dans l'embrasure de la fenêtre, nous pouvions voir un fragment de conduite d'eau arrachée. Le plancher était jonché de quincailleries brisées. L'extrémité de la cuisine, à côté contre la maison, avait été écrasée, et comme le jour entrait par là, il était évident que la plus grande partie de la maison s'était écroulée. Contrastant vivement avec ces ruines, le dressoir net et propre, teinté de vert pâle, le vernis à la mode, était resté debout avec un certain nombre d'ustensiles de cuivre et d'étain. Le papier peint imitait les carreaux de faïence bleus et blancs, et une couple de gravures primes coloriées flottait au mur de la cuisine au-dessus du fourneau. Quand l'aube devint plus claire, nous pûmes mieux distinguer, à travers la brèche du mur, le corps d'un martien, en sentinelle sans doute, auprès d'un cylindre encore étincelant. À cette vue, nous nous retirâmes à 4 pattes avec toutes les précautions possibles, hors de la demi-clarté de la cuisine, dans l'obscurité de la laverie. Brusquement me vint à l'esprit l'exacte interprétation de ces choses. « Le 5e cylindre, » murmurai-je. « Le 5e projectile de Mars est tombé sur la maison et nous a enterrés sous ses ruines. » Un instant, le vicaire garda le silence, puis il murmura « Dieu ait pitié de nous !» Je l'entendis bientôt pleurnicher tout seul. À part le bruit qu'il faisait, nous étions absolument tranquilles dans la laverie. Pour ma part, j'osais à peine respirer, et je restais assis, les yeux fixés sur la faible clarté qu'encadrait la porte de la cuisine. J'apercevais juste la figure du vicaire, un ovale indistinct, son faux col et ses manchettes. Au dehors commença un martèlement métallique, puis il y eut une sorte de cri violent, et ensuite, après un intervalle de silence, un sifflement pareil à celui d'une machine à vapeur. Ces bruits, pour la plupart énigmatiques, reprirent par intermittence, et semblèrent devenir plus fréquents à mesure que le temps passait. Bientôt, des secousses cadencées et des vibrations, qui faisaient tout trembler autour de nous, firent sans interruption sauter et résonner la vaisselle de l'office. Une fois, la lueur fut éclipsée, et le fantastique cadre de la porte de la cuisine devint absolument sombre. Nous dûmes rester blottis pendant maintes heures, silencieux et tremblants, jusqu'à ce que notre attention lasse défaillit. Enfin, je m'éveillai, très affamé. Je suis enclin à croire que la plus grande partie de la journée dut s'écouler avant que nous ne nous réveillions. Ma faim était si impérieuse qu'elle m'obligea à bouger. Je dis au vicaire que j'allais chercher de la nourriture, et je me dirigeai à tâtons vers l'office. Il ne me répondit pas, mais dès que j'eus commencé à manger, le léger bruit que je faisais le décida à se remuer, et je l'entendis venir en rampant.
2. Dans la maison en ruine. Après avoir mangé, nous regagnâmes la laverie, et je dus m'assoupir de nouveau car, m'éveillant tout à coup, je me trouvais seul. Les secousses régulières continuaient avec une persistance pénible. J'appelai plusieurs fois le vicaire à voix basse, et me dirigeai à la fin du côté de la cuisine. Il faisait encore jour, et je l'aperçus à l'autre bout de la pièce contre la brèche triangulaire qui donnait vue sur les Martiens. Ses épaules étaient courbées, de sorte que je ne pouvais voir sa tête. J'entendais des bruits assez semblables à ceux de machines d'usine, et tout était ébranlé par les vibrations cadencées. À travers l'ouverture du mur, je pouvais voir la cime d'un arbre teinté d'or, et le bleu profond du ciel crépusculaire et tranquille. Pendant 1 minute ou 2, je restai là, regardant le vicaire, puis j'avançai pas à pas et avec d'extrêmes précautions au milieu des débris de vaisselle qui encombraient le plancher. Je touchai la jambe du vicaire, et il tressaillit si violemment qu'un fragment de la muraille se détacha et tomba au dehors avec fracas. Je lui saisis le bras, craignant qu'il ne se mît à crier, et pendant un long moment nous demeurâmes terrés là, immobiles. Puis je me retournai pour voir ce qui restait de notre rempart. Le plâtre, en se détachant, avait ouvert une fente verticale dans les décombres, et, me soulevant avec précaution contre une poutre, je pouvais voir par cette brèche ce qu'était devenue la tranquille route suburbaine de la veille. Combien vaste était le changement que nous pouvions ainsi contempler. Le 5e cylindre avait dû tomber en plein milieu de la maison, que nous avions d'abord visitée. Le bâtiment avait disparu, complètement écrasé, pulvérisé et dispersé par le choc. Le cylindre s'était enfoncé plus profondément que les fondations, dans un trou beaucoup plus grand que celui que j'avais vu à Woking. Le sol avait éclaboussé de tous les côtés sous cette terrible chute. Éclaboussé est le seul mot. Des tas énormes de terre qui cachaient les maisons voisines. Il s'était comporté exactement comme de la boue sous un violent coup de marteau. Notre maison s'était écroulée en arrière. La façade, même celle du rez-de-chaussée, avait été complètement détruite. Par hasard, la cuisine et la laverie avaient échappé et étaient enterrées sous la terre et les décombres. Nous étions enfermés de toutes parts sous des tonnes de terre, sauf du côté du cylindre. Nous nous trouvions donc exactement sur le bord du grand trou circulaire que les Martiens étaient occupés à faire. Les sons sourds et réguliers que nous entendions venaient évidemment de derrière nous et, de temps en temps, une brillante vapeur grise montait comme un voile devant l'ouverture de notre cachette. Au centre du trou, le cylindre était déjà ouvert. Sur le bord opposé, parmi la terre, le gravier et les arbustes brisés, l'une des grandes machines de combat des Martiens, abandonnée par ses occupants, se tenait debout, raide et géante, contre le ciel du soir. Bien que, pour plus de commodité, je les ai décrits en premier lieu, je n'aperçus d'abord presque rien du trou ni du cylindre. Mon attention fut absorbée par un extraordinaire et scintillant mécanisme que je voyais à l'œuvre au fond de l'excavation, et par les étranges créatures qui rampaient péniblement et lentement sur les tas de terre. Le mécanisme, certainement, frappa d'abord ma curiosité. C'était l'un de ces systèmes compliqués, qu'on a appelés depuis machines à main, et dont l'étude a donné déjà une si puissante impulsion au développement de la mécanique terrestre. Telle qu'elle m'apparut, elle présentait l'aspect d'une sorte d'araignée métallique avec 5 jambes articulées et agiles, ayant autour de son corps un nombre extraordinaire de barres, de leviers articulés et de tentacules qui touchaient et prenaient. La plupart de ses bras étaient repliés, mais avec 3 longs tentacules, elle attrapait des tringles, des barres qui garnissaient le couvercle et apparemment renforçaient les parois du cylindre. À mesure que les tentacules les prenaient, tous ces objets étaient déposés sur un tertre aplani. Le mouvement de la machine était si rapide, si complexe et si parfait que, malgré les reflets métalliques, je ne pus croire au premier abord que ce fût un mécanisme. Les engins de combat étaient coordonnés et animés à un degré extraordinaire, mais en rien comparables à ceux-ci. Ceux qui n'ont pas vu ces constructions, et non pour se renseigner que les imaginations inexactes des dessinateurs, ou les descriptions forcément imparfaites de témoins oculaires, peuvent difficilement se faire une idée de l'impression d'organisme vivant qu'elles donnaient. Je me rappelle les illustrations de l'une des premières brochures qui prétendait donner un récit complet de la guerre. Évidemment, l'artiste n'avait fait qu'une étude hâtive des machines de combat, et à cela se bornait sa connaissance de la mécanique martienne. Il avait représenté des tripodes raides, sans aucune flexibilité ni souplesse, avec une monotonie d'effet absolument trompeuse. La brochure qui contenait ces renseignements eut une vogue considérable, et je ne la mentionne ici que pour mettre le lecteur en garde contre l'impression qu'il en peut garder. Tout cela ne ressemblait pas plus aux Martiens que je vis à l'œuvre qu'un poupard de carton ne ressemble à un être humain. À mon avis, la brochure eût été bien meilleure sans ces illustrations.
D'abord, ai-je dit, la machine à main ne me donna pas l'impression d'un mécanisme, mais plutôt d'une créature assez semblable à un crabe, avec un tégument, j'imagine qu'on prononce comme ça, je ne connaissais pas ce mot. Je vais reprendre du coup. Tégument. On dit guttural, donc je suppose qu'on dit gu. Bref. D'abord, ai-je dit, la machine à main ne me donna pas l'impression d'un mécanisme, mais plutôt d'une créature assez semblable à un crabe, avec un tégument étincelant, qui était le martien, actionnant et contrôlant les mouvements de ses membres multiples au moyen de ses délicats tentacules, et semblant être simplement l'équivalent de la partie cérébrale du crabe. Je perçus alors la ressemblance de son tégument gris-brun, brillant, ayant l'aspect du cuir, avec celui des autres corps rampants environnants, et la véritable nature de cet adroit ouvrier m'apparut sous son vrai jour. Après cette découverte, mon intérêt se porta vers les autres créatures, les martiens réels. J'avais eu d'eux déjà une impression passagère, et la nausée que j'avais ressentie alors ne revint pas troubler mon observation. D'ailleurs, j'étais bien caché et immobile, sans aucune nécessité de bouger. Je voyais maintenant que c'étaient les créatures les moins terrestres qu'il soit possible de concevoir. Ils étaient formés d'un grand corps rond, ou plutôt d'une grande tête ronde d'environ 4 pieds de diamètre et pourvue d'une figure. Cette face n'avait pas de narines. À vrai dire, les Martiens ne semblent pas avoir été doués d'odorat, mais possédaient 2 grands yeux sombres, au-dessous desquels se trouvait immédiatement une sorte de bec cartilagineux. Derrière cette tête ou ce corps, car je ne sais vraiment lequel de ces 2 termes employer, était une seule surface tympanique tendue, qu'on a su depuis être anatomiquement une oreille, encore qu'elle dût leur être presque entièrement inutile dans notre atmosphère trop dense. En groupe autour de la bouche, 16 tentacules minces, presque des lanières, étaient disposés dans 2 faisceaux de 8 chacun. Depuis lors, avec assez de justesse, le professeur Stauss, le distingué anatomiste, a nommé ces 2 faisceaux des mains. La première fois même que j'aperçus les Martiens, ils paraissaient s'efforcer de se soulever sur ses mains, mais cela leur était naturellement impossible à cause de l'accroissement de poids dû aux conditions terrestres. On peut avec raison supposer que, dans la planète Mars, ils se meuvent sur ses mains avec facilité. Leur anatomie interne, comme la dissection l'a démontré depuis, était également simple. La partie la plus importante de leur structure était le cerveau qui envoyait aux yeux, à l'oreille et aux tentacules tactiles des nerfs énormes. Ils avaient de plus des poumons complexes dans lesquels la bouche s'ouvrait immédiatement, ainsi que le cœur et ses vaisseaux. La gêne pulmonaire que leur causait la pesanteur et la densité plus grande de l'atmosphère n'était que trop évidente au mouvement convulsif de leur enveloppe extérieure. À cela se bornait l'ensemble des organes d'un martien. Si étrange que cela puisse paraître à un être humain, tout le complexe appareil digestif qui constitue la plus grande partie de notre corps n'existait pas chez les martiens. Ils étaient des têtes, rien que des têtes. Dépourvus d'entrailles, ils ne mangeaient pas et digéraient encore moins. Au lieu de cela, ils prenaient le sang frais d'autres créatures vivantes et se l'injectaient dans leurs propres veines. Je les ai vus moi-même se livrer à cette opération, et je le mentionnerai quand le moment sera venu. Mais si excessif que puisse paraître mon dégoût, je ne puis me résoudre à décrire une chose dont je ne pus endurer la vue jusqu'au bout. Qu'il suffise de savoir qu'ayant recueilli le sang d'un être encore vivant, dans la plupart des cas d'un être humain, ce sang était transvasé au moyen d'une sorte de minuscule pipette dans un canal récepteur. Sans aucun doute, nous éprouvons à la simple idée de cette opération une répulsion horrifiée. Mais en même temps, réfléchissons combien nos habitudes carnivores sembleraient répugnantes à un lapin doué d'intelligence. Les avantages physiologiques de ce procédé d'injection sont indéniables, si l'on pense à l'énorme perte de temps et d'énergie humaine qu'occasionne la nécessité de manger et de digérer. Nos corps sont en grande partie composés de glandes, de tubes et d'organes occupés sans cesse à convertir en sang une nourriture hétérogène. Les opérations digestives et leurs réactions sur le système nerveux sapent notre force et tourmentent notre esprit. Les hommes sont heureux ou misérables selon qu'ils ont le foie plus ou moins bien portant, ou des glandes gastriques plus ou moins saines. Mais les Martiens échappaient à ces fluctuations organiques des sentiments et des émotions. Leur indéniable préférence pour les hommes, comme source de nourriture, s'explique en partie par la nature des restes des victimes qu'ils avaient amenés avec eux comme provision de voyage. Ces êtres, à en juger par les fragments ratatinés qui restèrent au pouvoir des humains, étaient bipèdes, pourvus d'un squelette siliceux sans consistance, presque semblable à celui des éponges siliceuses, et d'une faible musculature. Ils avaient une taille d'environ 6 pieds de haut, la tête ronde et droite, de larges yeux dans des orbites très dures.
Les Martiens devaient en avoir apporté 2 ou 3 dans chacun de leurs cylindres, et tous avaient été tués avant d'atteindre la Terre. Cela valut aussi bien pour eux, car le simple effort de vouloir se mettre debout sur le sol de notre planète aurait sans doute brisé tous les os de leur corps. Puisque j'ai entamé cette description, je puis donner ici certains autres détails qui, encore que nous les ayons remarqués par la suite seulement, permettront aux lecteurs qui les connaîtraient mal de se faire une idée plus claire de ces désagréables envahisseurs. En trois autres points, leur physiologie, leur physiologie différait étrangement de la nôtre. Leurs organismes ne dormaient jamais, pas plus que ne dort le cœur de l'homme. Puisqu'ils n'avaient aucun vaste mécanisme musculaire aménagé, ils ignoraient le périodique retour du sommeil. Ils ne devaient ressentir, semble-t-il, que peu ou pas de fatigue. Sur la terre, ils ne purent jamais se mouvoir sans de grands efforts, et cependant ils conservèrent jusqu'au bout leur activité. En 24 heures, ils fournissent 24 heures de travail, comme c'est peut-être le cas ici-bas avec les fourmis. D'autre part, si étonnant que cela paraisse dans un monde sexué, les Martiens étaient absolument dénués de sexe, et devaient ignorer par conséquent les émotions tumultueuses que fait naître cette différence entre les humains. Un jeune Martien, le fait est indiscutable, naquit réellement ici-bas pendant la durée de la guerre. On le trouva attaché à son parent, à son progéniteur, partiellement retenu à lui à la façon dont poussent les bulbes de lys ou les jeunes animalcules des polypiers d'eau douce. Chez l'homme, chez tous les animaux d'un ordre élevé, une telle méthode de génération a disparu, mais ce fut certainement même ici-bas la méthode primitive. Parmi les animaux d'ordre inférieur, à partir même des tuniciers, ces premiers cousins des vertébrés, les deux procédés coexistent, mais généralement la méthode sexuelle l'emporte sur l'autre. Pourtant, sur la planète Mars, le contraire apparemment se produit. Il est intéressant de faire remarquer qu'un certain auteur, d'une réputation quasi scientifique, écrivant longtemps avant l'invasion martienne, prévit pour l'homme une structure finale qui ne différait pas grandement de la condition véritable des Martiens. Je me souviens que sa prophétie parut en novembre ou en décembre 1893, dans une publication depuis longtemps défunte, le Pall Mall Budget. Et je me rappelle à ce propos une caricature, publiée dans un périodique comique de l'époque antémartienne, Punch. L'auteur expliquait sur un ton presque facétieux que le perfectionnement incessant des appareils mécaniques devait finalement amener la disparition des membres, comment la perfection des inventions chimiques devait supprimer la digestion, comment des organes tels que la chevelure, la partie externe du nez, les dents, les oreilles, le menton, ne seraient bientôt plus des parties essentielles du corps humain, et comment la sélection naturelle amènerait leur diminution progressive dans les temps à venir. Le cerveau restait une nécessité cardinale. Une seule autre partie du corps avait des chances de survivre, et c'était la main, moyen d'information et d'action du cerveau. Beaucoup de vérités ont été dites en plaisantant, et nous possédons indiscutablement dans les Martiens l'accomplissement réel de cette suppression du côté animal de l'organisme par l'intelligence. Il est, à mon avis, absolument admissible que les Martiens puissent descendre d'êtres assez semblables à nous, par suite d'un développement graduel du cerveau et des mains, ces dernières se transformant en deux faisceaux de tentacules, aux dépens du reste du corps. Sans le corps, du cerveau naîtrait naturellement une intelligence plus égoïste, ne possédant plus rien du substratum émotionnel de l'être humain. Le dernier point saillant par lequel le système vital de ces créatures différait du nôtre pouvait être regardé comme un détail trivial et sans importance. Les micro-organismes qui causent sur Terre tant de maladies et de souffrances étaient inconnus sur la planète Mars, soit qu'il n'y ait jamais paru, soit que la science et l'hygiène martiennes les aient éliminés depuis longtemps. Des centaines de maladies, toutes les fièvres et toutes les contagions de la vie humaine, la tuberculose, les cancers, les tumeurs et autres états morbides n'intervinrent jamais dans leur existence, et puisqu'il s'agit ici de différences entre la vie à la surface de la planète Mars et la vie terrestre, je puis dire un mot des curieuses conjectures faites au sujet de l'herbe rouge. Apparemment, le règne végétal dans Mars, au lieu d'avoir le vert pour couleur dominante, est d'une vive teinte rouge sang. En tous les cas, les semences que les Martiens, intentionnellement ou accidentellement, apportèrent avec eux, donnèrent toute naissance à des pousses rougeâtres. Seule pourtant la plante connue sous le nom populaire d'herbe rouge réussit à entrer en compétition avec les végétations terrestres. La variété rampante n'eut qu'une existence transitoire, et peu de gens l'ont vue croître. Néanmoins, pendant un certain temps, l'herbe rouge crut avec une vigueur et une luxuriance surprenantes. Le 3e ou le 4e jour de notre emprisonnement,
Elle avait envahi tout le talus du trou, et ses tiges, qui ressemblaient à celles du cactus, formaient une frange carminée autour de notre lucarne triangulaire. Plus tard, je la trouvai dans toute la contrée, et particulièrement aux endroits où coulaient quelques cours d'eau. Les Martiens étaient pourvus, selon toute apparence, d'une sorte d'organe de l'ouïe, un unique tympan rond placé derrière leur tête, et Dieu ayant une portée visuelle peu sensiblement différente de la nôtre, excepté que, selon Phillips, le bleu et le violet devaient leur paraître noirs. On suppose généralement qu'ils communiquaient entre eux par des sons et des gesticulations tentaculaires. C'est ce qui est affirmé, du moins dans la brochure remarquable, mais hâtivement rédigée, écrite évidemment par quelqu'un qui ne fut pas témoin oculaire des mouvements des Martiens, à laquelle j'ai déjà fait allusion et qui a été jusqu'ici la principale source d'information concernant ces êtres. Or, aucun de ceux qui survécurent ne vit mieux que moi les Martiens à l'œuvre, sans que je veuille pour cela me glorifier d'une circonstance purement accidentelle, mais le fait est exact. Aussi je puis affirmer que je les ai maintes fois observés de très près, que j'ai vu 4, 5 et une fois 6 d'entre eux, exécutant indolemment ensemble les opérations les plus compliquées et les plus élaborées, sans le moindre son ni le moindre geste. Leurs cris particuliers précédaient invariablement leur espèce de repas. Ils n'avaient aucune modulation et n'étaient, je crois, en aucun sens un signal, mais simplement une expiration d'air nécessaire avant la succion. Je peux prétendre à une connaissance au moins élémentaire de la psychologie et à ce sujet que je suis convaincu, aussi fermement qu'il est possible de l'être, que les Martiens échangeaient leurs pensées sans aucun intermédiaire physique, et j'ai acquis cette conviction malgré mes doutes antérieurs et de fortes préventions. Avant l'invasion martienne, comme quelques lecteurs se rappellera peut-être, j'avais avec quelque véhémence essayé de réfuter la transmission de la pensée et les théories télépathiques. Les Martiens ne portaient aucun vêtement. Leurs idées sur le décorum et les ornements extérieurs étaient nécessairement différentes des nôtres, et ils n'étaient pas seulement beaucoup moins sensibles aux changements de température que nous ne le sommes, mais les changements de pression atmosphérique ne semblent pas avoir sérieusement affecté leur santé. Pourtant, s'ils ne portaient aucun vêtement, d'autres additions artificielles à leurs ressources corporelles leur donnaient une grande supériorité sur l'homme. Nous autres humains, avec nos cycles et nos patins de route, avec les machines volantes Lilienthal, avec nos bâtons et nos canons, ne sommes encore qu'au début de l'évolution au terme de laquelle les Martiens sont parvenus. En réalité, ils se sont transformés en simples cerveaux, revêtant des corps divers suivant leurs besoins différents, de la même façon que nous revêtons nos divers costumes et prenons une bicyclette pour une course pressée ou un parapluie s'il pleut. Rien, peut-être, dans tous leurs appareils, n'est plus surprenant pour l'homme que l'absence de la roue, ce trait dominant de presque tous les mécanismes humains. Parmi toutes les choses qu'ils apportèrent sur la Terre, rien n'indique qu'ils emploient le cercle. On se serait attendu du moins à le trouver dans leurs appareils de locomotion. À ce propos, il est curieux de remarquer que, même ici-bas, la nature paraît avoir dédaigné la roue ou lui avoir préféré d'autres moyens. Non seulement les Martiens ne connaissaient pas la roue, ce qui est incroyable, ou s'abstenaient de l'employer, mais même ils se servaient singulièrement peu dans leurs appareils du pivot fixe ou du pivot mobile avec des mouvements circulaires sur un seul plan. Presque tous les joints de leur mécanisme présentent un système compliqué de coulisses se mouvant sur de petits appuis et des coussinets de friction superbement courbés. Pendant que nous en sommes à ces détails, remarquons que leurs leviers très longs étaient, dans la plupart des cas, actionnés par une sorte de musculature composée de disques enfermés dans une gaine élastique. Si l'on faisait passer à travers ces disques un courant électrique, ils étaient polarisés et assemblés étroitement et puissamment. De cette façon, était atteint ce curieux parallélisme avec les mouvements animaux qui étaient chez eux si surprenants et si troublants pour l'observateur humain. Des muscles du même genre abondaient dans les membres de la machine que je vis en train Des muscles du même genre abondaient dans les membres de la machine que je vis en train de décharger le cylindre lorsque je regardai la première fois par la fente. Elle semblait infiniment plus animée que les Martiens eux-mêmes, gisant plus loin en plein soleil, haletant, agitant vainement leurs tentacules et se remuant avec de pénibles efforts après leur immense voyage à travers l'espace. Tandis que j'observais encore leurs mouvements affaiblis et que je notais chaque étrange détail de leur forme, le vicaire me rappela soudain sa présence en me tirant violemment par le bras. Je tournai la tête pour voir une figure renfrognée et des lèvres silencieuses mais éloquentes. Il voulait aussi regarder par la fente devant laquelle on ne pouvait soumettre qu'à un à la fois, et je dus, tandis que le vicaire jouissait de ce privilège, interrompre pendant un moment mes observations. Quand je revins à mon poste,
L'active machine avait déjà assemblé plusieurs des pièces qu'elle avait retirées du cylindre, et le nouvel appareil qu'elle construisait prenait une forme d'une ressemblance évidente avec la sienne. Vers le bas à gauche se voyait maintenant un petit mécanisme qui lançait des jets de vapeur verte en tournant autour du trou, fort occupé à régulariser l'ouverture, creusant, extrayant et entassant la terre avec méthode et discernement. C'était là la cause des battements réguliers et des chocs rythmiques qui avaient fait pendant longtemps trembler notre refuge. Tout en travaillant, il faisait entendre une sorte de sifflement incessant. Autant que je pus m'en rendre compte, la machine allait seule, sans être nullement dirigée par un martien. Et c'est la fin du chapitre 2, les amis. Nous marquons une courte pause. Eh ben, bon bah là vous avez peut-être compris, mais je vous avais dit que je ne lirais que 20 minutes. Problème, c'est que j'arrivais près des 20 minutes en fait quand je suis arrivé à la fin du premier chapitre. Du coup je me suis dit ah je peux pas m'arrêter là maintenant, c'est con. Et du coup bah j'ai lu un chapitre de plus, sauf que le chapitre de plus il faisait 17 pages. Donc ça a un peu duré longtemps. Ça a un peu duré longtemps. Mais peu importe, il va falloir juste que je réfléchisse à comment je passe à la suite, à comment je finis le live, parce qu'on est déjà à 1 heure de live. Et je vous avoue que ce soir, j'ai pas prévu de faire extrêmement long non plus. Parce que j'ai fait long la dernière fois. Et enchaîner les lives longs de lecture, je sais à quel point sur la durée, ça peut être fatigant. Donc voilà, je regarderai tout à l'heure jusqu'à où je vais vous lire pour aujourd'hui. Mais d'abord, je me repose 3-4 secondes. Je souffle un peu parce que vraiment, je suis essoufflé presque. Alors, Mopito qui nous dit il y a eu une expression intéressante, l'époque antémartienne. On peut supposer que ça a un impact et révolutionné le monde qui est devenu post-martien avec tout ce qu'ils ont amené sur la Terre pour inspirer des nouvelles technologies. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et globalement, je trouve que le chapitre qu'on vient de lire est vachement intéressant parce que on nous parle beaucoup plus de l'après. C'est peut-être en cela du coup qu'on est passé du livre premier au livre second dans cette œuvre, parce que jusqu'à présent, je trouve que le narrateur nous faisait une description très chronologique des choses en fait, très au jour le jour des événements qui lui étaient arrivés ou qui étaient arrivés à son frère dans un second temps, alors que là, il se permet de prendre de l'avance, un peu comme les narrateurs de Lovecraft encore une fois, donc je trouve qu'encore une fois il y a vraiment une ressemblance dans la manière d'écrire de Wells et de Lovecraft. Mais voilà, il se permet de prendre de l'avance et de nous dire ah oui, comme il s'est passé ça plus tard, mais je vous dirai quoi après, et ainsi de suite. Donc c'est marrant. Et là, pour le coup, oui, il a donné beaucoup plus de détails, en effet, comme l'emploi du mot époque antémartienne et ainsi de suite, qui du coup laisse assez peu de place au doute, mais du coup c'est hyper intéressant. Puisque, bon, en même temps, on pouvait déjà s'en douter depuis le début si le narrateur est vivant, en somme. Mais là, c'est beaucoup plus clair. Il y a des termes qui sont donnés. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, que le mot de guerre est employé dans le roman. Donc là, voilà. Là, c'est beaucoup plus clair que il y a eu une guerre entre les humains et les martiens, que quelque part, elle a eu une fin, cette guerre, et que, a priori, les terriens l'ont emporté. En tout cas, c'est ce que ça laisse présager. Et que du coup, on a pu faire toutes ces observations en disséquant des martiens et ainsi de suite. Et là, pour le coup, la description vachement moins floue qu'auparavant, beaucoup plus précise des martiens, des machines, de leurs presque habitudes, de leurs moyens de reproduction, de leurs descriptions physiques, de leurs organes vitaux et ainsi de suite. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, personnellement, ça m'a complètement embarqué tous ces passages-là. Essayer d'imaginer de manière à peu près réaliste, parce que je pense quand même, après j'ai vu ça aussi sur Wikipédia tout à l'heure, donc ça m'influence certainement, mais même dans la manière dont c'est écrit, ça se sent un peu. Je sens quand même qu'il y a une démarche de la part d'Herbert George Wells d'essayer de faire quelque chose de réaliste, ou en tout cas quelque chose de proche des connaissances scientifiques de l'époque,
Je vous rappelle que l'époque, c'est fin 19e siècle. Ouais, c'était ça, je crois. Donc bon, on n'est pas du tout sur les mêmes connaissances qu'aujourd'hui, bien sûr. Mais je trouve ça hyper intéressant et ça se sent, ne serait-ce que dans le fait qu'il cite à un moment une personne très précise dans un journal qui aurait sorti un article et tout. Et je me demande du coup si ce truc-là n'a pas vraiment existé et si c'est pas une référence à la vie réelle en fait et un article que Wells aurait réellement lu. Et on sent même dans sa manière de construire euh, la- les aliens, les martiens, mais aussi presque leur psychologie ou en tout cas leur civilisation. On sent qu'il se réfère à des textes scientifiques dont il essaie d'imaginer, euh, comment dire, j'allais dire l'humanité, mais non, l'unanimité, enfin, je sais pas comment exprimer la chose. Euh, En gros, il essaie de globaliser le phénomène à tout être vivant, et donc pourquoi pas à des martiens plutôt qu'à des êtres humains. Et, euh, et ouais, c'est hyper intéressant, j'aime trop ce processus-là. J'aime trop se baser de trucs scientifiques qu'on a lus, qu'on a essayé de comprendre, pour donner une version peut-être viable. Bah en fait, c'est carrément de la science-fiction, quoi. En fait, c'est littéralement la définition de la science-fiction que je viens de donner. Et ouais, j'aime beaucoup le processus. Et j'aime toujours ces comparaisons, encore une fois, c'est là-dedans que ça se sent hein, d'ailleurs, que c'est basé sur de la science. Mais encore une fois, j'aime beaucoup ces comparaisons qu'il fait entre êtres humains animaux, êtres humains insectes, et l'autre rapport du coup martien être humain, euh, avec le fait qu'on vit tellement sur des plans éminemment séparés qu'on a du mal à se comprendre et tout, mais ouais, c'est hyper intéressant. Imaginez la télépathie, imaginez. Franchement, le look qu'il imagine aux Martiens est vachement original et c'est vachement agréable d'imaginer ça. Je trouve ça trop dommage de pas avoir ça dans un film, du coup. Personnellement, j'ai jamais vu ça dans un film. Et je ne pense pas que dans la guerre des mondes avec Tom Cruise, ça soit comme ça m'étonnerait. Je sais pas. Mais je trouve ça vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Et, euh, Et donc oui, voilà, dans ces comparaisons avec les animaux et tout, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça pose des questions presque philosophiques. Là, on voit presque avec avec des siècles en arrière. Avec des siècles en arrière. Bah si, en fait, avec des siècles en arrière, c'est fou. Avec des siècles en arrière, on voit déjà des débuts de questionnement sur peut-être le fait que l'être humain mange de la viande d'animaux, sur la souffrance animale quelque part, etc. Sur la conscience animale aussi, donc hyper intéressant tout ça. Il y a plein de thèmes qui sont soulevés qui sont hyper universels en fait. Il y a plein de thèmes qui sont soulevés qui sont universels et du coup forcément intéressants je trouve. Alors Mopito, toi qui fais du JDR, ne penses-tu pas que ce type de monde ne serait pas un bon thème d'aventure de JDR? Carrément, carrément. Le délire des aliens et tout dans les jeux de rôle, j'adore ça personnellement parce que j'adore justement ce processus d'inventer une race alien. Je trouve ça trop trop marrant à faire. Euh, mais même pas forcément créer des aliens, en fait, créer des créatures globalement en essayant d'imaginer en quoi elles pourraient être valides ou invalides. Euh, Complètement au hasard de mes souvenirs, là il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Par exemple, je me rappelle d'un jeu de rôle. Alors déjà, je me rappelle d'un jeu de rôle où il y avait des créatures qui n'avaient que des bras et pas de jambes, je crois. Ou bien plein de paires de bras et une paire de jambes. Parce qu'en fait, ils vivaient sur un monde aquatique, mais ils vivaient dans des arbres qui sortaient de l'eau. Et du coup, bah, quand tu vis dans des arbres et que tu t'accroches d'arbre en arbre, bah, t'as plus de besoin de bras que de jambes, entre guillemets. Enfin bon, bref, c'est des détails. Là, je dis un truc vraiment à la con, mais c'était un truc que j'avais fait dans un jeu de rôle qui m'avait fait marrer. Ou sinon, sur des races extraterrestres, il me semble que c'était des races extraterrestres. Ouais, c'est même sûr. Dans des jeux de rôle, j'avais fait un espèce de blob. Donc, en gros, En gros, le truc, c'est que c'était un être vivant, mais pas perceptible par les sens humains. Ce qui fait que bah, il était invisible, incolore si on peut dire, invisible, inodore, ce qu'on veut, intangible. Mais pourtant, ouais, c'était un truc qui existait, quoi. C'est juste que l'être humain n'était pas doté euh,
de sens permettant de le détecter, on va dire. Et du coup, voilà, cette espèce de blob comme ça, pareil, il parlait par télépathie. Ou encore, pour terminer, j'avais imaginé, ça c'était bien débile, mais ça me faisait trop rire l'image, parce que bon, voilà, il n'y a pas que du purement scientifique, il y a aussi bah, ce qui va être attrayant, ce qui va être divertissant en jeu de rôle et ainsi de suite. Même dans un bouquin d'ailleurs, hein, ou dans une œuvre, à part si on commence à aller sur de la hard SF, donc hard science-fiction et ainsi de suite, mais voilà. Mais un truc que j'avais fait, c'était du coup, je crois que c'était des extraterrestres de nouveau, qui en fait n'avaient qu'une jambe, et en fait leurs genoux pouvaient aller dans tous les sens, et du coup pour rester en équilibre, leurs genoux tournaient constamment. Ce qui fait que c'est comme si, admettons, mon doigt c'est la jambe, et, euh, et ma main c'est le corps, et bah eux ils étaient constamment comme ça, en train de se maintenir en équilibre, de retrouver l'équilibre quoi. Un peu comme une toupie ou je sais pas, mais comme s'il y avait que la jambe et le genou du coup qui se torsionnaient dans tous les sens, alors que le reste du corps restait à peu près fixe quoi. Enfin bon bref. C'est trop marrant d'imaginer des trucs comme ça par rapport à des principes scientifiques qu'on connaît ou... Et d'ailleurs très souvent qu'on connaît ou qu'on pense connaître, parce qu'en vérité très souvent ce qu'on peut imaginer n'est pas forcément très réaliste, mais juste c'est drôle de partir sur ces bases-là pour imaginer, pour créer je trouve. De toute façon, la création je trouve que c'est vraiment ça, c'est vraiment réarranger les choses, et c'est souvent réarranger une chose que tout le monde connaît d'une manière un peu différente, un peu... Enfin, qui fait que c'est original en fait du coup. Euh, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête depuis hier, j'ai eu une image hier où je me suis dit putain c'est trop stylé. J'imaginais, c'est très bizarre, je sais même pas si je sais le décrire. J'imaginais une surface d'eau, en sous-marin une île, et en fait l'île est attachée par une ancre à de la terre en surface. Et si l'encre était détachée de la terre, l'île serait aspirée par le fond des mers. J'imaginais un truc comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette image-là en tête hier, je sais pas pourquoi. Ou je trouvais ça trop stylé. Et voilà, c'est juste pour vous montrer le mécanisme d'imagination que j'aime bien. Enfin, l'un de ceux que j'aime bien, qui est vraiment de partir d'idées simples, d'idées hyper communes, et de juste en changer une toute petite virgule. Et du coup, ça en change complètement la logique et ainsi de suite, quoi. Bref, je suis très content de la gueule qu'ont les créatures, du coup, je trouve ça hyper original. C'est trop bien. Je change le titre du live. Ah bah je t'avoue que Mopito, des scénarios, j'en ai quelques-uns de côté, ouais. J'en ai pas mal, ouais. Puis même en termes de jeu de rôle, par exemple, si je m'arrête au jeu de rôle, je pense que j'ai déjà dû masteriser. J'avais calculé une fois, mais je crois que j'ai déjà dû masteriser au moins une cinquantaine de parties, je pense. Et ouais. C'est vachement cool en vrai. Mais en même temps, c'est très très cool et à la fois ça peut vachement assécher le cerveau au bout d'un moment. C'est pour ça par exemple que les lives ça me rappelle une histoire. J'ai fait un arrêt en fait. Je sais même pas si c'est une pause maintenant. Je sais même pas si je reprendrai un jour. C'est pas exclu. Mais juste j'avais l'impression d'avoir fait le tour entre guillemets et que j'arriverais plus à trouver de nouvelles idées intéressantes quoi. Du coup je regarde vite fait quelque chose. Bien. 26, ça veut dire que je vous ai lu 27 pages. Ok. Là, on arrive ici. Donc, si je vous lis ça, ça fait 9 pages. C'est pas énorme. Si je vous lis ça, ça fait moins de 20 pages. Si je vous lis ça, ça fait 22 pages. En gros. C'est ça, hein? Ouais. 22 pages. Très bien. Bah, à ce moment-là, je me demande si je vous lis pas 22 pages là. Je vous lis peut-être le chapitre 3, 4, 5. Je refais pas de pause ce soir, du coup. Je lis le chapitre 3, 4, 5 d'affilée. Et je pense qu'on s'arrête là pour ce soir.
et que du coup le prochain live devrait être le dernier. Il devrait être un peu plus long, mais ça devrait être le dernier. Ouais, je pense que ça me semble pas déconnant. J'aurais lu quasi 50 pages et la prochaine fois je vous lirai à peu près 60 pages. Ça me paraît pas déconnant. Allez, let's go, on part là-dessus. Chapitre 3, 4, 5 d'une traite. Du coup, je vous dis à tout à l'heure pour l'outro du live cette fois-ci, les amis. Je revérifie rapidement sur Discord. Ouais, non, c'est pas écrit que je suis en train de live. Donc je vais peut-être devoir relink mon Discord avec... Ouais, je pense que je vais devoir relink mon Discord avec Twitch. Un peu chiant, bref. Bref. Trêve de bavardage. Bonne écoute à toi, Mopito. Bonne écoute à tous ceux qui m'écouteraient en rediffusion sur YouTube et dans l'ombre du chat Twitch. Je vous dis à tout à l'heure pour l'outro. On est parti. 3. Les jours d'emprisonnement. L'arrivée d'une seconde machine de combat nous fit abandonner notre lucarne pour nous retirer dans la laverie, car nous avions peur que, de sa hauteur, le martien pût nous apercevoir derrière notre barrière. Plus tard, nous nous sentîmes moins en danger d'être découverts, car, pour des yeux éblouis par l'éclat du soleil, notre refuge devait sembler un impénétrable trou de ténèbres. Mais tout d'abord, au moindre mouvement d'approche, nous regagnions en hâte la laverie, le cœur battant à tout rompre. Cependant, malgré le danger effrayant que nous courions, notre curiosité était irrésistible. Je me rappelle maintenant, avec une sorte d'étonnement, qu'en dépit du danger infini où nous étions de mourir de faim ou d'une mort plus terrible encore, nous nous disputions durement l'horrible privilège de voir ce qui se passait à l'extérieur. Nous traversions la cuisine, à une allure grotesque, entre la précipitation et la crainte de faire du bruit, nous poussant, nous bousculant et nous frappant, à 2 doigts de la mort. Le fait est que nous avions des dispositions et des habitudes de penser et d'agir absolument incompatibles. Le danger et l'isolement dans lequel nous étions accentuaient encore cette incompatibilité. À Halliford, j'avais pris en haine les simagrées et les exclamations inutiles, la stupide rigidité d'esprit du vicaire. Ces murmures et ces monologues interminables gênaient les efforts que je faisais pour réfléchir et combiner quelques projets de fuite, et j'en arrivais parfois de ne pouvoir y échapper à un véritable état d'exaspération. Il n'était pas plus qu'une femme capable de se contenir. Pendant des heures entières, il ne cessait de pleurer, et je crois vraiment que ses larmes étaient en quelque manière efficaces. Il me fallait rester assis, dans les ténèbres, sans pouvoir, à cause de ses importunités, détacher de lui mon esprit. Il mangeait plus que moi, et je lui disais en vain que notre seule chance de salut était de demeurer dans cette maison jusqu'à ce que les Martiens en aient fini avec leurs cylindres, et que, dans cette attente probablement longue, le moment viendrait où nous manquerions de nourriture. Il mangeait et buvait par accès, faisant ainsi de longs repas et de longs intervalles, et il dormait fort peu. À mesure que les jours passaient, sa parfaite insouciance de toute précaution augmenta tellement notre détresse et notre danger que je dus, si dur que cela fut pour moi, recourir à des menaces et finalement à des voies de fait. Cela le mit à la raison pendant un certain temps. Mais c'était une de ces faibles créatures, toutes de souplesse rusée, qui n'osent regarder en face ni Dieu ni homme, pas même s'affronter soi-même, âme dépourvue de fierté, timorée, anémique, haïssable. Il m'est infiniment désagréable de me rappeler et de relater ces choses, mais je le fais quand même pour qu'il ne manque rien à mon récit. Ceux qui n'ont pas connu ces sombres et terribles aspects de la vie blâmeront assez facilement ma brutalité, mon accès de fureur dans la tragédie finale, car ils savent mieux que personne ce qui est mal, et non ce qui devient possible pour un homme torturé. Mais ceux qui ont traversé les mêmes ténèbres, qui sont descendus au fond des choses, ceux-là auront une charité plus large. Tandis que dans notre refuge, nous nous recueillons... Pardon. Ah, d'accord, pardon. Vu que le mot était coupé d'un trait d'union, j'avais vraiment du mal à le comprendre. Tandis que dans notre refuge, nous nous querellions à voix basse, en une obscure et vague contestation tout en murmures, nous arrachant la nourriture et la boisson, nous tordant les mains et nous frappant au dehors, sous l'impitoyable soleil de ce terrible juin, était l'étrange merveille, la surprenante activité des Martiens dans leurs fosses. Je reviens maintenant à mes premières expériences. Après un long délai,
Je m'aventurai à la lucarne et je m'aperçus que les nouveaux venus étaient renforcés, maintenant par les occupants de 3 des machines de combat. Ces derniers avaient apporté avec eux certains appareils inconnus qui étaient disposés méthodiquement autour du cylindre. La seconde machine à main était maintenant achevée, et elle était fort occupée à manier un des nouveaux appareils que l'une des grandes machines avait apportés. C'était un objet ayant la forme d'un de ces grands bidons dans lesquels on transporte le lait, au-dessous duquel oscillait un récipient en forme de poire, d'où s'échappait un filet de poudre blanche qui tombait au-dessous dans un bassin circulaire. Le mouvement oscillatoire était imprimé à cet objet par l'un des tentacules de la machine à main. Avec 2 appendices spatulés, la machine extrayait de l'argile qu'elle versait dans le récipient supérieur, tandis qu'avec un autre bras, elle ouvrait régulièrement une porte et ôtait de la partie moyenne de la machine des scories roussis et noires. Un autre tentacule métallique dirigeait la poudre du bassin au long d'un canal à côte, vers un récepteur qui était caché à ma vue par un monticule de poussière bleuâtre. De cet invisible récepteur montait verticalement dans l'air tranquille un mince filet de fumée verte. Pendant que je regardais, la machine, avec un faible tintement musical, étendit à la façon d'un télescope un tentacule, qui, simple saillie le moment précédent, s'allongea jusqu'à ce que son extrémité eût disparu derrière le tas d'argile. Une seconde après, il soulevait une barre d'aluminium blanc pas encore ternie et d'une clarté éblouissante, et la déposait sur une pile de barres identiques disposées au bord de la fosse. Entre le moment où le soleil se coucha et celui où parurent les étoiles, cette habile machine dut fabriquer plus d'une centaine de ces barres, et le tas de poussière bleuâtre s'éleva peu à peu, jusqu'à ce qu'il eût atteint le rebord du talus. Le contraste entre les mouvements rapides et compliqués de ces appareils et l'inertie gauche et haletante de ceux qui les dirigeaient était des plus vifs, et pendant plusieurs jours je dus me répéter, sans parvenir à le croire, que ces derniers étaient réellement des êtres vivants. C'est le vicaire qui était à notre poste d'observation quand les premiers humains furent amenés au cylindre. J'étais assis plus bas, ramassé sur moi-même et écoutant de toutes mes oreilles. Il eut un soudain mouvement de recul, et, croyant que nous avions été aperçus, j'eus un spasme de terreur. Il se laissa glisser parmi les décombres et vint se blottir près de moi dans les ténèbres, gesticulant en silence. Pendant un instant, je partageai sa terreur. Comprenant à ses gestes qu'il me laissait la possession de la lucarne, et ma curiosité me rendant bientôt tout mon courage, je me levai, l'enjambai, et me hissai jusqu'à l'ouverture. D'abord je ne pus voir la cause de son effroi. La nuit maintenant était tombée, les étoiles brillaient faiblement, mais le trou était éclairé par les flammes vertes et vacillantes de la machine qui fabriquait les barres d'aluminium. La scène entière était un tableau tremblotant de lueurs vertes et d'ombres noires, vagues et mouvantes, étrangement fatigant pour la vue. Au-dessus et en tous sens, se souciant peu de tout cela, voletaient les chauves-souris. On n'apercevait plus de martiens rampants, le monticule de poudre vert bleu s'était tellement accru qu'il les dissimulait à ma vue, et une machine de combat, les jambes repliées, accroupie et diminuée, apparaissait de l'autre côté du trou. Alors, par-dessus le tapage de ces machines en action, me parvint un soupçon de voix humaine, que je n'accueillis d'abord que pour le repousser. Je me mis à observer de près cette machine de combat, m'assurant pour la première fois que l'espèce de capuchon contenait réellement un martien. Quand les flammes vertes s'élevaient, je pouvais voir le reflet huileux de son tégument et l'éclat de ses yeux. Tout à coup j'entendis un cri, et je vis un long tentacule atteindre par-dessus l'épaule de la machine jusqu'à une petite cage qui faisait saillie sur son dos. Alors quelque chose qui se débattait violemment fut soulevé contre le ciel, énigme vague et sombre contre la voûte étoilée, et au moment où cet objet noir était ramené plus bas, je vis à la clarté verte de la flamme que c'était un homme. Pendant un moment il fut clairement visible. C'était en effet un homme d'âge moyen, vigoureux, plein de santé et bien mis. 3 jours auparavant, il devait, personnage d'importance, se promener à travers le monde. Je pus voir ses yeux terrifiés et les reflets de la flamme sur ses boutons et sa chaîne de montre. Il disparut derrière le monticule, et pendant un certain temps il n'y eut pas un bruit. Alors commença une série de cris humains, et de la part des Martiens, un bruit continu et joyeux. Je descendis du tas de décombres, me remis sur pied, me bouchai les oreilles et me réfugiai dans la laverie. Le vicaire, qui était resté accroupi silencieux, les bras sur la tête, leva les yeux comme je passais, se mit à crier très fort à cet abandon, et me rejoignit en courant. Cette nuit-là, cachés dans la laverie, suspendus entre notre horreur et l'horrible fascination de la lucarne, j'essayai en vain, bien que j'eusse conscience de la nécessité urgente d'agir, d'échafauder un plan d'évasion. Mais le second jour, il me fut possible d'envisager avec lucidité notre position.
Le vicaire, je m'en aperçus bien, était complètement incapable de donner un avis utile. Ces étranges terreurs lui avaient enlevé toute raison et toute réflexion, et il n'était plus capable que de suivre son premier mouvement. Il était en réalité descendu au niveau de l'animal. Mais néanmoins je me résolus à en finir, et à mesure que j'examinais les faits, je m'aperçus que, si terrible que pût être notre situation, il n'y avait encore aucune raison de désespérer. Notre principale chance était que les Martiens ne fissent de leur fosse qu'un campement temporaire. Au cas même où ils le conserveraient d'une façon permanente, ils ne croiraient probablement pas nécessaire de le garder, et nous avions quand même là une chance d'échapper. Je pesais soigneusement aussi la possibilité de creuser une voie souterraine dans la direction opposée au cylindre, mais les chances d'aller sortir à portée de vue de quelques machines de combat en sentinelle semblèrent d'abord trop nombreuses. Il m'aurait d'ailleurs fallu faire tout le travail moi-même, car le vicaire ne pouvait m'être d'aucun secours. Si ma mémoire est exacte, c'est le 3e jour que je vis tuer l'être humain. Ce fut la seule occasion où je vis réellement un martien prendre de la nourriture. Après cette expérience, j'évitai l'ouverture du mur pendant une journée presque entière. J'allai dans la laverie, enlevai la porte, et me mis à creuser plusieurs heures de suite avec ma hachette, faisant le moins de bruit possible. Mais quand j'eus réussi à faire un trou profond d'une couple de pieds, la terre fraîchement entassée contre la maison s'écroula bruyamment et je n'osai pas continuer. Je perdis courage, et demeurai étendu sur le sol pendant longtemps, n'ayant même plus l'idée de bouger. Après cela, j'abandonnai définitivement l'idée d'échapper par une tranchée. Ce n'est pas un mince témoignage en faveur de la puissance des Martiens que de dire qu'ils m'avaient fait, dès le premier abord, une impression telle que je n'entretins guère l'espoir de nous voir délivrés par un effort humain qui les détruirait. Mais la 4e ou la 5e nuit, j'entendis un bruit sourd comme celui que produiraient de grosses pièces d'artillerie. C'était très tard dans la nuit, et la lune brillait d'un vif éclat. Les Martiens avaient emporté ailleurs la machine à creuser, et ils avaient déserté l'endroit, ne laissant qu'une machine de combat au haut du talus opposé, et une machine à main qui, sans que je pusse la voir, était à l'œuvre dans un coin de la fosse immédiatement au-dessous de ma lucarne. À part le pâle scintillement de la machine à main, des bandes et des taches de clair de lune blanc, la fosse était dans l'obscurité et de même absolument tranquille, hormis le cliquetis de la machine. La nuit était belle et sereine. Une planète tentait de scintiller, mais la lune semblait avoir pour elle seule le ciel. Un chien hurla, et c'est ce bruit familier qui me fit écouter. Alors j'entendis distinctement de sourdes détonations, comme si de gros canons avaient fait feu. J'en comptai 6 très nettes, et après un long intervalle, 6 autres. Et ce fut tout. « 4. La mort du vicaire. Le 6e jour, j'occupais pour la dernière fois notre poste d'observation où bientôt je me trouvais seul. Au lieu de rester comme d'habitude auprès de moi et de me disputer la lucarne, le vicaire était retourné dans la laverie. Une pensée soudaine me frappa. Vivement et sans bruit, je traversai la cuisine. Dans l'obscurité, je l'entendis qui buvait. J'étendis le bras et mes doigts saisirent une bouteille de vin. Il y eut dans ces ténèbres une lutte qui dura quelques instants. La bouteille tomba et se brisa. Je lâchai prise et me relevai. Nous restâmes immobiles, palpitants, nous menaçant à voix basse. À la fin, je me plantai entre lui et la nourriture, lui faisant part de ma résolution d'établir une discipline. Je divisai les provisions de l'office en rations qui devraient durer 10 jours. Je ne voulus pas le laisser manger plus ce jour-là. Dans l'après-midi, il tenta de s'emparer de quelques rations. Je m'étais assoupi, mais à ce moment je m'éveillai. Pendant tout un jour, nous demeurâmes face à face, moi las mais résolu, lui pleurnichant et se plaignant de la faim. Cela ne dura, j'en suis sûr, qu'un jour et qu'une nuit, mais il me sembla alors, et il me semble encore maintenant, que ce fut d'une longueur interminable. Ainsi notre incompatibilité s'était accrue au point de se terminer en un conflit déclaré. Pendant 2 longs jours, nous nous querellâmes à voix basse, argumentant et discutant âprement. Parfois j'étais obligé de le frapper follement du pied et des poings, d'autres fois je le cajolais et tâchais de le convaincre. J'essayais même de le persuader, en lui abandonnant la bouteille de vin, car il y avait une pompe où je pouvais avoir de l'eau. Mais rien n'y fit, ni bonté ni violence. Il n'était accessible à aucune raison. Il ne voulut cesser ni ses attaques pour essayer de prendre plus que sa ration, ni ses bruyants radotages. Il n'observait en rien les précautions les plus élémentaires pour rendre notre emprisonnement supportable. Lentement, je commençai à me rendre compte de la complète ruine de son intelligence et m'aperçus enfin que mon seul compagnon, dans ces ténèbres secrètes et malsaines, était un être dément.
D'après certains vagues souvenirs, je suis enclin à croire que mon propre esprit aussi bâtit la campagne. Chaque fois que je m'endormais, j'avais des rêves étranges et hideux. Bien que cela pût paraître bizarre, je serais assez disposé à penser que la faiblesse et la démence du vicaire me furent un salutaire avertissement, m'obligèrent à me maintenir sain d'esprit. Le 8e jour, il commença à parler très haut, et rien de ce que je pus faire ne parvint à modérer sa véhémence. « C'est juste, ô Dieu !» répétait-il sans cesse. « C'est juste que le châtiment retombe sur moi et sur les miens. Nous avons péché, nous ne t'avons pas écouté. Il y avait partout des pauvres et des souffrants. On les foulait aux pieds et je gardais le silence. Je prêchais une folie acceptable par tous. Mon Dieu, quelle folie! Alors que j'aurais dû me lever quand même, la mort m'eût été réservée et appeler le monde à la repentance, à la repentance. Les oppresseurs des pauvres et des malheureux, le pressoir du Seigneur. » Puis soudain, il en revenait à la nourriture que je maintenais hors de sa portée, et il me priait, me suppliait, pleurait et finalement menaçait. Bientôt il prit un ton fort élevé. Je l'invitai à crier moins fort. Alors il vit que par ce moyen il aurait prise sur moi. Il me menaça de crier plus fort encore, et d'attirer sur nous l'attention des Martiens. J'avoue que cela m'effraya un moment. Mais la moindre concession eût diminué, dans une trop grande proportion, nos chances de salut. Je le mis au défi, bien que je ne fusse nullement certain qu'il ne mît sa menace à exécution. Mais ce jour-là, du moins, il ne le fit pas. Il continua à parler, haussant insensiblement le ton, pendant les 8e et 9e journées presque entières, débitant des menaces, des supplications, au milieu d'un torrent de phrases où il exprimait une repentance, à moitié stupide et toujours futile, d'avoir négligé le service du Seigneur, et je me sentis une grande pitié pour lui. Il finit par s'endormir quelque temps, mais il reprit bientôt avec une nouvelle ardeur, criant si fort qu'il devint absolument nécessaire pour moi de le faire taire par tous les moyens. « Restez tranquille, implorai-je. Il se mit sur ses genoux, car jusqu'alors il avait été accroupi dans les ténèbres près de la batterie de cuisine. « Il y a trop longtemps que je reste tranquille, hurla-t-il, sur un ton qui dut parvenir jusqu'au cylindre. Maintenant je dois aller porter mon témoignage. Malheur à cette cité infidèle, malédiction, malheur, anathème, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres voix de la trompette. Taisez-vous, pour l'amour de Dieu, dis-je en me mettant debout et terrifié à l'idée que les Martiens pouvaient nous entendre. Non, cria le vicaire de toutes ses forces, se levant aussi et étendant les bras. Parle, il faut que je parle, la parole du Seigneur est sur moi. En 3 enjambées, il fut à la porte de la cuisine. Il faut que j'aille apporter mon témoignage. Je pars, je n'ai déjà que trop tardé. J'étendis le bras et j'atteignis dans l'ombre un couperet suspendu au mur. En un instant, j'étais derrière lui, affolé de peur. Avant qu'il n'arrivât au milieu de la cuisine, je l'avais rejoint. Par un dernier sentiment humain, je retournai le tranchant et le frappai avec le dos. Il tomba en avant de tout son long et resta étendu par terre. Je trébuchai sur lui et demeurai un moment haletant. Il gisait inanimé. Tout à coup, je perçus un bruit au dehors. Des plâtras se détachèrent, dégringolèrent, et l'ouverture triangulaire du mur se trouva obstruée. Je levai la tête et aperçus, à travers le trou, la partie inférieure d'une machine à main s'avançant lentement. L'un de ses membres agrippeurs se déroula parmi les décombres, puis un autre parut, tâtonnant au milieu des poutres écroulées. Je restai là, pétrifié, les yeux fixes. Alors je vis à travers une sorte de plaque vitrée située près du bord supérieur de l'objet, la face, si l'on peut l'appeler ainsi, et les grands yeux sombres d'un martien cherchant à pénétrer les ténèbres, puis un long tentacule métallique qui serpenta par le trou en tâtant lentement les objets. Avec un grand effort, je me retournai, me heurtai contre le corps du vicaire, et m'arrêtai à la porte de la laverie. Le tentacule, maintenant, s'était avancé d'1 mètre ou 2 dans la pièce, se tortillant et se tournant dans tous les sens, avec des mouvements étranges et brusques. Pendant un instant, cette marche lente et irrégulière me fascina. Avec un cri faible et rauque, je me réfugiai tout au fond de la laverie, tremblant violemment et à peine capable de me tenir debout. J'ouvris la porte de la soute à charbon, et je restai là dans les ténèbres, examinant le seuil à peine éclairé de la cuisine, écoutant attentivement. Le Martien m'avait-il vu? Que pouvait-il faire maintenant? Derrière cette porte, quelque chose très doucement se mouvait en tous sens. De temps en temps, cela heurtait les cloisons, ou reprenait ses mouvements avec un faible tintement métallique, comme le bruit d'un trousseau de clés. Puis un corps lourd, je savais trop bien lequel, fut traîné sur le carrelage de la cuisine jusqu'à l'ouverture. Irrésistiblement attiré, je me glissai jusqu'à la porte et jetai un coup d'œil dans la cuisine.
Par le triangle de clarté extérieure, j'aperçus le martien dans sa machine aux 100 bras, examinant la tête du vicaire. Immédiatement, je pensai qu'il allait inférer ma présence par la marque du coup que j'avais asséné. Je regagnai la soute à charbon, en refermai la porte et me mis à entasser sur moi dans l'obscurité autant que je pus de charbon et de bûches, en tâchant de faire le moins de bruit possible. À tout instant, je demeurai rigide, écoutant si le martien avait de nouveau passé ses tentacules par l'ouverture. Alors, reprit le faible cliquetis métallique. Bientôt je l'entendis plus proche, dans la laverie, d'après ce que je pus en juger. J'eus l'espoir que le tentacule ne serait pas assez long pour m'atteindre. Il passa, raclant légèrement la porte de la soute. Ce fut un siècle d'attente, presque intolérable. Puis j'entendis remuer le loquet. Il avait trouvé la porte. Le martien comprenait les serrures. Il ferrailla un instant et la porte s'ouvrit. Des ténèbres où j'étais, je pouvais juste apercevoir l'objet, ressemblant à une trompe d'éléphant plus qu'à autre chose, s'agitant de mon côté, touchant et examinant le mur, le charbon, le bois, le plancher. Cela semblait être un gros ver noir, agitant de côté et d'autre sa tête aveugle. Une fois même il toucha le talon de ma bottine. Je fus sur le point de crier, mais je mordis mon poing. Pendant un moment il ne bougea plus, j'aurais pu croire qu'il s'était retiré. Tout à coup, avec un brusque déclic, il agrippa quelque chose. Je me figurai que c'était moi, et parut sortir de la soute. Pendant un instant, je n'en fus pas sûr. Apparemment, il avait pris un morceau de charbon pour l'examiner. Je profitai de ce moment de répit pour changer de position, car je me sentais engourdi, et j'écoutais. Je murmurais des prières passionnées pour échapper à ce danger. Soudain, j'entendis revenir vers moi le même bruit lent et net. Lentement, lentement. Il se rapprocha, raclant les murs et heurtant le mobilier. Pendant que je restais attentif, doutant encore, la porte de la soute fut vigoureusement heurtée et elle se ferma. J'entendis le tentacule pénétrer dans l'office, il renversa des boîtes à biscuits, brisa une bouteille, et il y eut encore un choc violent contre la porte de la soute. Puis le silence revint, qui se continua en une attente infinie. Était-il parti? À la fin, je dus conclure qu'il s'était retiré. Il ne revint plus dans la laverie, mais pendant toute la 10e journée, dans des ténèbres épaisses, je restai enseveli sous les bûches et sous le charbon, n'osant même pas me glisser au dehors pour avoir le peu d'eau qui m'était si nécessaire. Ce fut le lendemain seulement, le 11e jour, que j'osai me risquer à chercher quelque chose à boire. « 5. Le silence. Mon premier mouvement, avant d'aller dans l'office, fut de clore la porte de communication entre la cuisine et la laverie. Mais l'office était vide. Les provisions avaient disparu jusqu'aux dernières bribes. Le martien les avait sans doute enlevées le jour précédent. À cette découverte, le désespoir m'accabla pour la première fois. Je ne pris donc pas la moindre nourriture, ni le 11e, ni le 12e jour. D'abord, ma bouche et ma gorge se desséchèrent, et mes forces baissèrent sensiblement. Je restais assis au milieu de l'obscurité de la laverie, dans un état d'abattement pitoyable. Je ne pouvais penser qu'à manger. Je me figurais que j'étais devenu sourd, car les bruits que j'étais accoutumé à entendre avaient complètement cessé aux alentours du cylindre. Je ne me sentais pas assez de force pour me glisser sans bruit jusqu'à la lucarne, sans quoi j'y serais allé. Le 12e jour, ma gorge était tellement endolorie qu'au risque d'attirer les martiens, j'essayai de faire aller la pompe grinçante placée sur l'évier, et je réussis à me procurer 2 verres d'eau de pluie noirâtre et boueuse. Ils me rafraîchirent néanmoins beaucoup, et je me sentis rassuré et enhardi par ce fait qu'aucun tentacule inquisiteur ne suivit le bruit de la pompe. Pendant tous ces jours, divagant et indécis, je pensais beaucoup au vicaire et à la façon dont il était mort. Le 13e jour, je bus encore un peu d'eau. Je m'assoupis et rêvai d'une façon incohérente de victuailles et de plans d'évasion vagues et impossibles. Chaque fois, je rêvais de fantômes horribles, de la mort du vicaire ou de somptueux dîner. Mais endormi ou éveillé, je ressentais de vives douleurs qui me poussaient à boire sans cesse. La clarté qui pénétrait dans l'arrière-cuisine n'était plus grise mais rouge. À mon imagination bouleversée, cela semblait couleur de sang. Le 14e jour, je pénétrai dans la cuisine, et je fus fort surpris de trouver que les pousses de l'herbe rouge avaient envahi l'ouverture du mur, transformant la demi-clarté de mon refuge en une obscurité écarlate. De grand matin, le 15e jour,
J'entendis de la cuisine une suite de bruits curieux et familiers, et prêtant l'oreille, je crus reconnaître le reniflement et les grattements d'un chien. Je fis quelques pas, et j'aperçus un museau qui passait entre les tiges rouges. Cela m'étonna grandement. Quand il m'eut flairé, le chien aboya. Immédiatement, je pensai que, si je réussissais à l'attirer sans bruit dans la cuisine, je pourrais peut-être le tuer et le manger, et que, dans tous les cas, il vaudrait mieux le tuer de peur que ses aboiements ou ses allées et venues ne finissent par attirer l'attention des Martiens. Je m'avançai à quatre pattes, l'appelant doucement, mais soudain il retira sa tête et disparut. J'écoutai, puisque je n'étais pas sourd, et je me convainquis qu'il ne devait plus y avoir personne dans la fosse. J'entendis un bruit de battement d'ailes et un rauque croassement, mais ce fut tout. Pendant très longtemps, je demeurai à l'ouverture de la brèche, sans oser écarter les tiges rouges qui l'encombraient. Une fois ou deux, j'entendis un faible grincement, comme de pattes de chien allant et venant dans le sable dessous de moi. Il y eut encore des croassements, puis plus rien. À la fin, encouragé par le silence, je regardai. Excepté dans un coin, où une multitude de corbeaux sautillaient et se battaient sur les squelettes des gens dont les Martiens avaient absorbé le sang, il n'y avait pas un être vivant dans la fosse. Je regardai de tous côtés, n'osant pas en croire mes yeux. Toutes les machines étaient parties. À part l'énorme monticule de poudre gris-bleu dans un coin, quelques barres d'aluminium dans un autre, les corbeaux et les squelettes des morts, cet endroit n'était plus qu'un grand trou circulaire creusé dans le sable. Peu à peu, je me glissai hors de la lucarne entre les herbes rouges et je me mis debout sur un monceau de plâtras. Je pouvais voir dans toutes les directions, sauf derrière moi, au nord, et nulle part il n'y avait la moindre trace des Martiens. Le sable dégringola sous mes pieds, mais un peu plus loin les décombres offraient une pente praticable pour gagner le sommet des ruines. J'avais une chance d'évasion, et je me mis à trembler. J'hésitai un instant. Puis, dans un accès de résolution désespérée, le cœur me battant violemment, j'escaladai le tas de ruines sous lequel j'avais été enterré si longtemps. Je jetai de nouveau un regard autour de moi. Vers le nord, pas plus qu'ailleurs, aucun Martien n'était visible. Lorsque la dernière fois j'avais traversé en plein jour cette partie du village de Chine, j'avais vu une route bordée de confortables maisons blanches et rouges séparées par des jardins aux arbres abondants. Maintenant j'étais debout sur un tas énorme de gravier, de terre et de morceaux de briques, où croissaient une multitude de plantes rouges en forme de cactus, montant jusqu'aux genoux, sans la moindre végétation terrestre pour leur disputer le terrain. Les arbres autour de moi étaient morts et dénudés, mais plus loin, un enchevêtrement de filaments rouges escaladait les troncs encore debout. Les maisons avaient toutes été saccagées, mais aucune n'avait été brûlée. Parfois leurs murs s'élevaient encore jusqu'au second étage, avec des fenêtres arrachées et des portes brisées. L'herbe rouge croissait en tumulte dans leurs chambres sans toit. Au-dessus de moi était la grande fosse où les corbeaux se disputaient les déchets des Martiens. Quelques autres oiseaux voletaient çà et là parmi les ruines. Au loin, j'aperçus un chat maigre qui s'esquivait en rampant le long d'un mur, mais nulle trace d'homme. Le jour, par contraste avec mon récent emprisonnement, me semblait d'une clarté aveuglante. Une douce brise agitait mollement les herbes rouges qui recouvraient le moindre fragment de sol. Oh, la douceur de l'air frais qu'on respire. Et c'est la fin du chapitre 5, les amis. Alors attendez, je fais juste un petit truc avant de continuer la suite. Je voulais mettre l'heure. Comment on met l'heure déjà? Pipoupipoum. Il n'y a pas moyen de mettre l'heure à côté des messages du chat. Je croyais qu'il y avait le moyen de faire ça à un moment. Je trouve plus. Bref. Parce que j'aurais bien aimé me baser sur ça pour savoir depuis combien de temps j'étais en train de lire. Mais bon, je crois que ça fait au moins 20 minutes, je pense. Et du coup, je pense pas que je vais lire davantage. Je suis pas encore sûr. Mais bon, dans le doute, il est l'heure de passer à l'outro de ce live, les amis. Comme je le disais, je pense que ça va être l'outro. Je réfléchis brièvement. Là, je vous ai lu les chapitres 1, 2, 3, 4, 5 du livre second, qui est composé de 10 chapitres. Donc du coup, je me dis que je vous lirai bien les 5 autres la prochaine fois. Attendez, je recalcule brièvement. Ça nous fait 51 pages. Et la fois prochaine, ça ferait une soixantaine. Mais en même temps, là, si je lis un chapitre de plus, ça ferait 60 aujourd'hui environ et 50 la prochaine fois. Donc,
j'ai envie de dire qu'on est plutôt bon et que je vais m'arrêter là, quitte à ce que la lecture de la fois prochaine soit un peu plus longue. Ça serait pas dérangeant. Par contre, du coup, je pense pouvoir dire avec certitude que la prochaine lecture sera la dernière sur cette œuvre. Donc voilà, on aura terminé la lecture de La Guerre des Mondes en 5 lives. Et il y a des chances que ce soit mardi ou vendredi de la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant, comme d'habitude, lundi avec le programme sur tous les réseaux. Sachant que, du coup, comme je vous le disais, là, il y a des lectures qui vont sauter bientôt. La semaine qui arrive et peut-être la semaine d'après. Je ne sais pas encore exactement, je vous tiendrai au courant quand j'en saurai davantage. Et donc, on enchaînera certainement avec la lecture de Mrs. Dalloway, écrit par Virginia Woolf, que vous m'aviez conseillé de longue date maintenant. Enfin, de longue date. Il y a quelques temps, voilà. Et donc, je vous avais fait voter entre ça et la guerre des mondes. Vous aviez choisi plutôt la guerre des mondes. Enfin, vous aviez fait une égalité parfaite ou quasi parfaite, je sais plus. Et du coup, j'avais un peu choisi à l'arrache entre les deux. J'avais choisi grosso modo la guerre des mondes parce que ça me semblait plus facile à l'oral. Et du coup, j'ai voulu commencer par le texte plus facile. Alors que Mrs. Dalloway, ça a l'air sympathique, attention, je dis pas le contraire, mais le style a l'air beaucoup plus complexe. Et du coup, je sais pas si ça va pas être un gros challenge à faire à l'oral. Bref, et B, je pensais pas que le live avait duré si longtemps aussi. Je vois qu'on arrive à 1h40 là. Je pensais pas que ça avait duré si longtemps. Si j'avais vu que ça avait duré si longtemps, j'aurais été... Enfin, comment dire? En fait, là, j'étais un peu stressé de pas avoir lu beaucoup ce soir, mais si, en fait, j'ai lu pas mal quand même. Bref. Mopito, le vicaire, ok, mais alors là, s'il avait tué le chien, je boycottais la suite. Ah, moi, je trouve que ça aurait pu être intéressant. En tout cas, je trouve ça intéressant que ce soit mentionné. Parce que justement, encore une fois, je trouve que ça parle vachement de l'être humain en situation de crise. Et je trouve ça intéressant, quoi. La psychologie humaine en situation de crise et ainsi de suite, je trouve ça intéressant. J'ai continué à bien kiffer ces chapitres personnellement. Et en fait, je pense que la plus grosse différence que je vois entre le livre premier et le livre second, c'est que le livre premier, certes, suivait l'histoire du narrateur, sauf que son histoire était la même qu'une énorme masse de gens, en fin de compte. Alors que là, dans le livre second, on est sur quelque chose de plus intime, de plus resserré sur lui. Ce que j'aime beaucoup aussi. Parce que là, on a des événements plus marquants et... Comment dire? Il y a plus d'action aussi. Et on a peut-être plus d'empathie pour le narrateur. On s'attache peut-être un peu davantage au narrateur. Et ouais, c'est vachement intéressant de voir, je veux dire, d'un point de vue un peu plus personnel et un peu plus investi d'émotion en tout cas. Euh, Bah, du coup, tous ces questionnements sur le monde envahi par les Martiens, sur qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, comment on survit là-dedans et ainsi de suite. Donc hyper intéressant. Et du coup, bah, toujours intéressant aussi, quand on met un personnage dans une situation un peu extrême comme ça, de l'accompagner d'un autre personnage qui peut-être va moins bien vivre la situation. Comme ça, forcément, ça crée un duo dangereux, quoi, où l'un et l'autre peuvent mettre en danger leur partenaire. Et aussi, voilà, où on voit bah, forcément pas uniquement la manière de penser d'une personne, mais aussi la dualité. Donc c'est toujours agréable et intéressant, je trouve. Mopito, d'ailleurs, le fait que le titre de chapitre explique ce qui va se passer te dérange ou pas? Moi, à titre perso, pas du tout. Mais c'est un truc que j'ai déjà dit souvent en live, je crois. Je suis très très peu gêné par les spoilers. En cela que pour moi, ce qui est intéressant, c'est pas l'événement en soi, c'est comment l'événement advient. Donc en fait, pour moi, tu peux me dire à la fin de tel film, un tel il meurt. Bah ok, c'est très bien, mais je veux voir comment c'est amené, je veux voir comment c'est mis en scène, je veux voir, enfin bref. Donc du coup, je dirais un peu la même chose de tout. Alors après, je dis pas non plus, hein, il y a des spoilers qui m'ont fait chier dans ma vie, et voilà. Parce que voilà, il y a des spoils,
On va dire, il y a des histoires qui résident dans leurs événements et du coup qui sont complètement gâchées par du spoil, c'est clair. Mais ouais, non, moi perso, ça me dérange pas trop. Parce que là, par exemple, tu vois, c'était quoi le titre du chapitre? Pam, 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 pam. La mort du vicaire, du coup. Le chapitre La mort du vicaire, eh ben, j'ai quand même été surpris parce que il y a vraiment un moment où j'ai cru qu'ils allaient se mettre sur la gueule avec le narrateur et que le narrateur allait tuer le vicaire carrément. D'ailleurs, c'est peut-être même un jeu voulu d'Herbert George Wells. Le moment où il dit qu'il prend, je sais plus quel mot il utilise, mais grosso modo une hache et qu'au dernier moment, il prend le côté non tranchant pour l'assommer. Bah, je pense qu'il y a vraiment un jeu sur la tension de la part de Wells ici pour nous faire croire que, bah, que le narrateur va le buter, quoi. Donc, tu vois, encore une fois, même en ayant connaissance d'un événement particulier, l'important c'est la mise en scène qu'il y a tout autour, je trouve. Et le style et plein de choses en fait. Tellement de choses. Bref, un peu, en fait, ça recoupe un peu avec le discours que j'avais tout à l'heure, à savoir, souvent pour créer quelque chose d'original et d'intéressant, il faut prendre quelque chose qui existe déjà et en changer une petite virgule. En fait, le fond et la forme ne doivent faire qu'un pour faire quelque chose d'innovant, entre guillemets. Euh, et du coup, c'est pas en ayant juste c'est pas en ayant juste le fond ou en ayant juste la forme que tu peux vraiment te signifier comment va être un événement dans une œuvre, je trouve. Voilà, c'est ça. Tant que c'est pas un plot twist final, ça reste correct. Je suis assez d'accord avec toi. Et encore, ça dépend des cas, je trouve, mais en effet, c'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires bah, dont tout l'intérêt réside sur ce plot twist. Donc oui, clairement, ça peut être dérangeant. Donc ouais, c'était très cool. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé et je pense même que là, en étant entré dans le livre second, j'aime encore plus. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un vrai changement de style. Encore une fois, dans ce côté plus intimiste et tout. Donc je trouve qu'il y a vraiment un gros changement de style dans le livre second et j'aime beaucoup. Bien que j'appréciais énormément le livre premier aussi, mais ouais. Pour le moment, La Guerre des Mondes, c'est vraiment une bonne découverte pour moi. Et j'ai grave envie de regarder le film du coup maintenant. Même si vous m'avez dit que ça avait l'air d'être pas du tout la même chose, et oui, en effet, ça a pas l'air d'être du tout la même chose. Mais j'ai grave envie de voir le film du coup. Hyper intéressant. Bref, trêve de bavardage parce que là, je sens que je suis pas, je sens que je suis en boucle et que je me répète pas mal. Donc, je vais pas forcément continuer le live plus en avant. Merci Mopito de m'avoir tenu compagnie lors de cette soirée. Comme d'habitude, à ceux qui auront regardé sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo, de cette lecture. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo et ainsi de suite. Il faut encore que je vérifie du coup, suite au hack de Twitch, il faut encore que je vérifie certains paramètres, certaines options, notamment le fait que sur Discord, vous voyez mon statut comme quoi je suis en train de live, puisque apparemment ce n'est plus le cas. Donc je vais essayer de faire ça avant le prochain live. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire quand ça aura lieu, donc je ne peux vous dire que surveillez les réseaux, notamment le lundi où je mets les programmes de la semaine. Mais le dernier épisode de La Guerre des Mondes arrive bientôt. Voilà, voilou. Et pour cette semaine, pour ceux qui le désirent, on se retrouve encore une fois pour la veillée du dimanche sur Discord de 21h à minuit minimum. Voilà, on est bon. J'ai fait le tour cette fois-ci. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, une prochaine partie de gaming ou que sais-je encore. Oh! Et je vous dis bye bye!